vous trouvez pas qu'à un moment, on va manquer de concordance dans nos propos quand on va demander aux gens de tendre les bras sur un jerk et pas sur un bench? Enfin, tu vois, moi, je me dis à un moment comment ça s'est passé les réunions pédagogiques. C'est quand vous avez lu le contenu, vous vous êtes pas dit bon là on fait n'importe quoi. Enfin, tu vois. Donc voilà, je pense que au-delà de ça, c'est vraiment la formation. C'est vraiment la formation et on est dans un métier où comme la formation est vraiment, allez, je vais essayer d'édulcorer mes mots parce qu'on est en Suisse. Donc hétéroclite, où on trouve de tout. Le problème c'est que la qualité du coach elle est soumise à sa conscience perso et il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Et deux, à est-ce qu'en sortant de là il va se former. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro 1 pour toutes choses fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Guillou, coach, entrepreneur et athlète. Guillaume, bienvenue sur le podcast. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours, autant en tant qu'athlète que coach jusqu'au jour d'aujourd'hui? J'ai découvert le CrossFit en 2011. J'étais dans les sports de combat. Et c'est le début de YouTube, Facebook et tout ça. On a vu des vidéos, on s'est dit que c'était ça qu'il fallait faire. Et je suis parti aux États-Unis passer mon level 1 en 2012 à New York. Je suis rentré, 3 jours après, je prenais le peu que j'avais sur mon compte en banque pour louer un hangar. Et on commençait à l'arrache complet une semaine après que je sois rentré. Donc je passais mon level 1 1 et 2 septembre 2012, donc on a dû faire ça 5-6 septembre juste après. Et puis de là, c'est parti, quoi. De là, j'ai n'y connaissant que dalle sur l'aspect CrossFit technique. Je suis devenu très vite un boulimique de toutes les formations spécifiques CrossFit qu'il y avait. Donc, je suis d'ailleurs venu en Suisse, à Wädenswil, 2013, si je dis pas de bêtises, pour passer CrossFit gymnastique. Après, je suis parti en janvier 2014 à CrossFit Invictus à San Diego. C'était une époque où en France, il y avait une salle tous les 100 km, tous les 200 km. Et à San Diego, il y avait déjà 3 salles dans la même rue. Donc, c'était très intéressant parce que c'était des gens comme Camille Bambazinet qui nous apprenaient à faire des muscle-up. Et Josh Bridges a cyclé tout ce qui était barbell. Donc, bon, c'était une époque vraiment incroyable. L'année d'ailleurs où Camille Bambazinet a fini par gagner les Games. Et ensuite, quand je suis rentré, voyant ce qu'avait créé Invictus, voyant que tous les 3 mois, ils faisaient ce qu'ils appelaient, donc ce dont à quoi j'ai participé, c'est-à-dire des Invictus Camp, où tous les athlètes qui visaient le niveau régional aux États-Unis se réunissaient pour s'entraîner. J'ai compris que Invictus avait développé une vision, avait créé sa propre communauté dans la communauté. Et après quelques discussions avec CJ Martin, j'ai décidé en rentrant de créer ma propre marque qui s'appelle We Are Athletic, où sur le modèle économique de Invictus, on a développé de la formation, on a développé certains concepts qui nous sont propres, on a développé de la programmation. On a eu la chance de participer au Régional en 2018. Après, moi, je suis beaucoup venu en Suisse parce que j'ai fait 3 fois, je crois, les Swiss Alpine Battle, qui sont qui était une compète incroyable chez vous. J'ai eu la chance de faire ça avec Célia Gaviani. Et voilà, après, moi, j'ai jamais vraiment poussé la compétition au maximum parce que ma première motivation compétition, ça n'a jamais été la compète pour elle-même, ça a été d'être un coach qui s'entraîne. Moi, j'ai un mental qui me vient de mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père qui sont militaires, où notre gros leitmotiv, c'est de prêcher, de pratiquer ce qu'on prêche, pardon. Et c'est vrai que dans les sports de combat, je faisais de la compète et je faisais du combat surtout pour pouvoir être capable de mettre les gants avec les gens que j'entraînais. Et CrossFitement parlant, ça reste un sport où il faut arrêter d'expliquer aux gens que je suis de plus en plus intolérant avec l'âge, ce qui est censé être l'inverse. Et j'ai de plus en plus de mal avec les gens qui m'expliquent que pour être un bon coach, il n'y a pas forcément besoin d'être un bon athlète. Alors ça, c'est la définition pour moi de ce que j'appelle le nivellement par le bas, dans le sens où évidemment on ne demande pas à un coach d'être un athlète international.
Pas du tout, hein. Les athlètes internationaux en France qui coachent et qui font de la programmation sont des gens qui n'ont pas de BP, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas d'éducation sur sur les sciences du sport. Donc, c'est pas spécialement des exemples à suivre. Mais je pense quand même qu'il y a vraiment un strict minimum. On reste des humains, qui par définition, avons un besoin de sociabilisation. Et il y aura toujours un phénomène de guide et de suiveur. Et plus la qualité du guide est élevée, plus la transmission de valeur et de développement est élevée chez les gens qui suivent. Et d'ailleurs, faut pas raisonner par personne qui soit au-dessus. On est tous le suiveur de quelqu'un, hein, moi le premier. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ma première motivation dans la compétition, c'était surtout de pratiquer ce que je prêche au quotidien. Ça m'a permis de développer des compétences hyper intéressantes dans le sens où je me suis blessé, comme toute personne qui s'entraîne trop. Errance médicale, impossible de trouver ce que j'avais, surtout impossible de comprendre comment c'était arrivé. Et j'ai réussi avec un corps qui est beaucoup plus fait pour le 10 km que pour la force athlétique, à squatter 200 plombes il y a 2 ou 3 semaines en squat complet barre haute, tandis qu'il y a un peu plus de 3 ans, j'ai eu un syndrome rotulien pendant 1 an et demi où je pouvais pas faire de air squat. Et j'ai vu des docs par dizaines qui m'ont sorti tout et n'importe quoi. Et voilà, ce que je vais expliquer, c'est que le fait de s'entraîner correctement à un niveau où on est vraiment intéressé par son développement personnel permet d'être soumis à l'adversité en fait de la vie. Et par exemple, l'une de mes plus belles réussites, c'est d'avoir créé le protocole de PM qui aujourd'hui fait du bien vraiment à énormément de gens, qui apporte des solutions sur des tendinopathies, ou des syndromes rotuliens, ou des discopathies pour lesquelles le monde médical reste en errance. Et je n'ai trouvé ça que parce que je me suis entraîné comme un athlète. Si je ne m'étais pas pété la jambe, ça ne me serait jamais arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vouloir parler quand on va avoir dans sa clientèle des gens qui sont blessés, vouloir expliquer aux gens comment ne pas se blesser quand on l'a jamais été, pour moi, ça manque un peu de sens. Vouloir entraîner des compétiteurs, parce qu'il y en a quand même une partie qui vont vouloir en faire sans jamais être allé en compétition, ou y avoir fait que de la figuration dans des compétitions sans qualifieur. Voilà. Donc moi, clairement, je ne me définis absolument pas comme un athlète. Je laisse ça pour les gens qui le sont vraiment. Mais clairement, la compétition m'a permis de développer les qualités physiques qui me permettent d'être crédible aujourd'hui quand je parle en tant que coach, et les qualités mentales qui me permettent aujourd'hui de développer des choses un peu dans toutes les directions. Tu as parlé du fait que tu as vu CrossFit, tu as vu ce que c'était et tu t'es dit il faut absolument qu'on le fasse, ça c'est la voie à suivre. Qu'est-ce qui t'a attiré initialement dans la discipline du CrossFit? Je pense qu'il y a un triptyque dans les sports de combat qui commence à être bien connu, comme le MMA maintenant, que je pratiquais à l'époque quand j'ai découvert le CrossFit. C'est le triptyque des 3 distances. Le pied-point, le corps à corps, on va dire, et le combat au sol. Et tout de suite, j'ai tout de suite relevé ce triptyque dans le CrossFit. Tout ce qui était cardio training, tout ce qui était poids de corps et tout ce qui était charge additionnelle. Donc après, historiquement parlant, philosophiquement parlant, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent en triptyque, même au niveau architectural, etc., etc. Donc moi, c'est le premier truc que j'ai relevé. C'est que je me suis dit, OK, cette méthode de préparation physique-là est la méthode de préparation physique ultime, dans le sens où, par définition, dans les 400 prochaines années, tant que toi et moi, on aura 2 bras, 2 jambes, un tronc avec un cerveau, et qu'on respirera par un système cardiovasculaire et respiratoire, le CrossFit, dans sa définition méthodologique, reste la méthode de préparation physique la plus complète. C'est vrai que ça sera jamais une mode comme la Zumba. Je prends un exemple de la Zumba. J'aime bien regarder les cours de Zumba, mais je suis pas fan personnellement pour ma pratique. Mais je n'ai rien contre la Zumba. Mais ce sont des rythmes latins, par exemple. Le jour où la mode, c'est les rythmes, je sais pas, anglo-saxons ou suédois
ou chinois, ça sera plus de la Zumba. La Zumba, comme on la connaît au rythme latin, va se modifier. Les gens expliquent que Greg Glassman n'a rien inventé par le CrossFit. Le génie de Greg Glassman, c'est pas d'avoir construit des WOD, puisque j'ai dû faire un e-book sur les IWT. Et quand on s'intéresse historiquement aux IWT, Greg Glassman s'inscrit dans un courant des années 70-80 qui commence un peu à s'opposer au bodybuilding et qui revient vers une vraie condition physique. Et donc, il y a les IWT, IWT, c'est un mec qui commençait déjà à mixer ergo, running et du barbell et des charges. Et on est bien avant l'avènement du CrossFit. Donc, non, il n'a pas inventé ni les WOD, ni le CrossFit, mais par contre, il a eu le génie de théoriser ça, mathématiquement parlant. Force fois vitesse égale puissance, voilà, metabolic conditioning, weightlifting, gymnastique. Donc, on peut pas dire au mec qu'il a rien inventé, puisque son génie a été de théoriser et tu peux tourner comme tu veux. Moi, c'est ça qui m'a vraiment convaincu quand j'ai fait le Level 1 aux États-Unis. C'est que tu peux tourner comme tu veux, mathématiquement parlant, scientifiquement parlant, physiologiquement parlant. Après, il y a plusieurs CrossFit. Il y a le mien, qui est très martial, qui est très technique, très pointu, très fondamental, méthodologique. Tu as un CrossFit pour Mireille, 73 ans, qui veut juste conserver son autonomie pour monter ses escaliers. Tu vois, il y a le CrossFit des gens qui sont chargés comme des poneys et qui font des WOD à se faire vomir 5 jours sur 7 et que toi, quand tu vois ça en vidéo ou sur YouTube, tu crois que c'est le CrossFit normal. Il y a plein de CrossFit. Mais au niveau méthodologique, j'ai vu une de tes questions. J'ai pas trop lu les questions. J'ai pas préparé les questions que tu m'as demandé parce que je ne sais pas le faire. Donc voilà. Mais il y a une de tes questions sur est-ce que je distingue la méthodologie du sport. Le sport peut se modifier. Tu vois, le grid, par exemple, était une forme de sport du CrossFit. Les CrossFit Games ont été une forme de sport du CrossFit. Quand tu analyses les qualités physiques pour les Open, les régionales et les Games, il y avait une évolution voulue par Castro sur les 3 étapes. Moi, les WOD des Open, ça a jamais été trop ma tasse de thé, tu vois. Par contre, à chaque fois qu'on faisait des tests sur les WOD des régionales, je me sentais 1000 fois mieux parce que je fais 90 bars, parce que je fais presque 90 bars, je fais 1m85. Donc moi, burpees over the box jump et dumbbell à 22,5, voilà, c'est pas là où je vais exceller, tu vois. Forcément, j'ai une chaîne postérieure, il faut que je me plie en 4 pour me faire mes lacets. C'est pas ma cam, forcément. Je préfère les barres, je préfère les ergos, je préfère les trucs très lourds. Je vais beaucoup plus faire la différence sur les thrusters à 80 que sur les thrusters à 40, par exemple. Voilà. Donc il y a plusieurs CrossFit, mais sur le sportif, je veux dire. Mais sur l'aspect méthodologique, le mec qui explique que Glassman n'a rien inventé, c'est un menteur. Tu peux pas. Ce serait comme dire ouais, McDo il a rien inventé parce que McDo il a pas inventé le hamburger quoi. Oui, ouais, d'accord, oui. Mais alors si tu résumes McDo juste au hamburger et que tu oublies tout le concept qu'il y a autour du hamburger qui fait que c'est McDo, t'as beau faire un hamburger dans ta cuisine tout seul, on voit très bien que c'est pas McDo, tu comprends? Donc la méthodologie fait qu'elle sera jamais passée de mode. C'est pas prêcher pour ma paroisse ou autre, mais c'est que c'est pour ça que d'ailleurs tout le monde y vient en vrai. Tout le monde y vient, les préparateurs physiques d'équipes collectives, individuelles. J'ai eu la chance de faire un live avec Olivier Bollier la semaine dernière qui parlait lui-même que lui, son créneau, c'est la déspécialisation. Il entraîne des athlètes olympiques. Son boulot, c'est de les déspécialiser. Qu'est-ce qu'il y a moins d'antispécialistes que le CrossFit, tu vois? T'adores les bars, c'est bien, mais si tu sais pas nager, t'es une brêle. Ah bon, d'accord. Bon, bah, faut que j'aille nager. Tu adores, comme je te disais, moi, c'est pas ma cam, mais je les ai fait les burpees over the box jump avec les dumbbells à 22, tu vois. C'est pas ma tasse de thé. J'étais pas excité d'aller m'entraîner, mais je faisais le travail. Donc voilà, mathématiquement, pour ceux qui nous regardent et qui se posent la question, le Level 1 est en open source sur les réseaux sociaux, sur Internet. Allez le voir et vous aurez pour la première fois un concept de préparation physique mathématique. La méthodologie, elle commence et elle s'arrête
au moment où tu passes d'une comparaison toi versus toi à une comparaison toi versus les autres. Je fais une vidéo sur le sujet aussi, mais on peut en parler, c'est intéressant. Vouloir comparer Brian 60 kilos pour 1m70 sur un WOD et le comparer à Dennis 1m90 pour 95 bars, ça n'a absolument aucun sens. Ce soit sur un WOD, ça n'a aucun sens. Parce que par le concept de force fois distance sur temps égale puissance, les deux mecs ne développent pas du tout les mêmes amplitudes, pas du tout les mêmes poids de corps. Donc, en fait, à niveau de conditions physiques égales, ils vont pas du tout avoir la même performance. Si l'un fait la même performance que l'autre, c'est qu'il y en a un qui est excessivement plus balèze dans son domaine. Snatcher 100 kilos quand on fait 95 kilos, il n'y a pas vraiment de performance. Soit snatcher 100 kilos quand on en fait 70, c'est pas du tout le même niveau de performance. Mais j'ai envie de te dire, c'est idem si tu fais 1m80 et 80 kilos et si tu fais 1m60 et 60 kilos sur un 2000 mètres à Murph, par exemple. Et là, ça va être complètement inversé sur un Murph, tu vois. Donc, la méthodologie, pour moi, ce qui va faire la plus grosse différence entre la méthodologie et le sport, c'est que le sport est de toute façon de base totalement erroné en termes de comparaison. Tu as aussi des différences, des limites physiologiques en termes de système respiratoire, de débit d'air, et ça c'est complètement anatomique, etc., etc. Ça les gens commencent à en parler. Donc, ce que je vais expliquer, c'est que la méthodologie, les gens qui s'entraînent dans la méthodologie et pas dans un but de compétition doivent rester dans ce que c'est la méthodologie, c'est-à-dire la comparaison versus soi-même. C'était très bien expliqué au Level 1 d'ailleurs à l'époque, parce que au Level 1, le mec t'explique la formule force fois distance sur temps égale puissance en prenant un individu avec sa taille, ses performances à un instant T, et les compare à une possible évolution de cet individu avec sa taille, son poids, dans un futur. Donc, moi, c'est ça qui m'avait vraiment choqué. En toute honnêteté, ce qui m'avait vraiment choqué et ce qui, moi, m'a vraiment fait bugger, en fait, quand j'ai passé mon level 1 à New York, c'est que la comparaison que le mec a fait en comparant une personne versus une personne dans le futur. Mais en fait, moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. J'avais adoré les sports de combat parce que ça formait des gens. Ça formait des. Moi, je formais pas spécialement des combattants, je formais des citoyens, des humains. Tu vois, des gens qui avaient pas confiance en eux, qui, quand ils commençaient à prendre une amenée au sol et à mettre deux, trois taquets, eh ben, ils commençaient à se construire, tu vois. Et même des fois, c'est pas forcément en apprenant à donner des mandales qu'on devient quelqu'un, c'est en apprenant à les prendre. Tu vois, le premier truc que tu vois dans les sports de combat, c'est que le débutant, dès que tu lèves la main, il fait ça. Et en fait, ça, c'est très symptomatique. C'est-à-dire que dès qu'on est soumis à l'agression, on a le pire réflexe. On baisse la tête, on recule. Et c'est vrai que moi, j'ai une personnalité particulière. C'est parce que moi, je suis entraîné. Je me suis entraîné 14 ans d'affilée à ce que quand je subis l'agression, en fait, je rentre dedans. Et c'est ce qui fait qu'en fait, moi, à chaque fois qu'on m'attaque, je frappe 10 fois plus fort. Et ça fait partie du personnage de Guillaume Guillou, hein, que les gens aiment bien ou détestent. Hein. Mais les gens sont pas insensibles, mais parce que c'est quelque chose qui est entraîné. Et c'est ce qui fait aussi le succès du truc, c'est que moi, je me suis jamais défilé. En fait, dès qu'on m'attaque sur un sujet, je fais un live, je fais un podcast, je prends le sujet, je le décortique en 1000 morceaux. Et là, évidemment, tous les gens qui regardent, ils disent ah ouais, mais le mec, c'est exactement de quoi il parle en fait. Et ouais, il a rien inventé, il le dit tout à fait, et il y a un vrai raisonnement derrière, tu comprends? Au lieu d'essayer de me cacher, voilà, pas du tout, pas du tout. Et ces sports de combat m'ont vraiment appris ça. Le réflexe de base quand on subit une agression qu'on n'est pas entraîné, c'est qu'on baisse la tête et qu'on recule. Et en fait, derrière, les actions s'enchaînent et en fait, on se fait démolir. Le principe du combat, c'est de surtout pas faire ça. C'est qu'au moment où on me rentre dedans, boah, je reste sur mes bases, je me protège, je renvoie. Donc c'est un concept que j'adorais dans les sports de combat, c'était que ça formait l'esprit des gens. Ça les préparait à la vie, ça leur apprenait à en prendre comme il faut, parce que la vie nous met des coups, hein, peu importe lesquels. Et des fois, faut être apte à les rendre aussi. Donc j'adorais le côté développement humain dans les sports de combat. Et le problème que j'avais avec les sports de combat, au bout d'un moment, c'était que pour imposer ton niveau, il fallait écraser quelqu'un. C'est-à-dire que ton niveau en sport de combat ne dépend que des gens que tu as battus. Et
Arrivé à 24 ans, je pense que j'avais fait un peu le tour, je cherchais un peu autre chose. Et là, le mec au level 1 à New York me montre qu'en fait, tu peux faire évoluer la personne et la personne peut le mesurer en se comparant à elle-même. Et là, dans ma tête, ça fait boum. J'ai dit, alors là, on tient à un outil de développement physique et personnel des gens où, pour la première fois, je vais pas être obligé d'écraser quelqu'un en face qui m'a absolument rien fait pour m'imposer. Donc là, encore une fois, tu vois, cet outil mathématique, même si à l'époque, Hébert en France ou d'autres avaient commencé à conceptualiser l'entraînement croisé, personne n'avait conceptualisé que tu peux mesurer le niveau de santé de quelqu'un par rapport à son niveau de performance. Déjà, ça n'avait jamais été fait. Et deuxièmement, personne n'avait expliqué aux gens qu'on pouvait mesurer la progression de quelqu'un par rapport à son évolution de manière complètement mathématique. Force fois distance sur temps égale puissance, force fois vitesse égale puissance. Montre-moi combien de puissance tu dégages en temps de minutes et je te dirai où t'en es. C'est ça le concept. Et ça, je pense que c'est un outil formidable pour tous les humains de la Terre, tous, parce que un préparateur physique d'équipe, à quel moment il va savoir si ces athlètes sont en meilleures conditions physiques. Je veux dire autre que spécifique. Parce que je pense qu'on a les outils dans certains sports spécifiques pour le mesurer, mais sur le côté GPP, je pense qu'on en manquait avant que ça soit conceptualisé comme ça. Donc bref, c'est pas un plaidoyer spécifiquement pour le CrossFit. Moi, je suis en train de pas de m'en éloigner parce que c'est mon ADN, mais je suis en train de créer mon propre chemin dedans, tu vois, un peu comme a fait Marcus Filly. Marcus Filly, les gens, il y a des gens qui disent qu'il est plus trop CrossFit parce que c'est OPEC, tout ça, c'est du blabla, c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est un courant différent, tu vois. Mais je pense que ce mec-là apporte des choses il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de se faire dégueuler tous les jours. Il y a des gens qui ont envie de venir se faire du bien, qui ont envie de prendre de la masse, qui ont envie de sécher, qui ont envie d'avoir juste un physique fonctionnel. Donc ce mec-là permet de garder dans le giron CrossFit des gens qui sont pas ouf fans des WOD à se faire gerber. Tu vois. Donc je pense pas qu'il y a d'opposition entre les différents courants qu'il peut y avoir dans le CrossFit, tant que c'est bien fait. Moi, je suis vraiment connu pour être en opposition totale avec les gens qui font des vidéos en disant des choses totalement merdiques. D'ailleurs, anecdote, tu connais David Rivera? RVA. Ouais, bien sûr. Ouais. Et cet été, il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire des podcasts. J'ai à peu près toute la France qui est passée sur un podcast où quand le mec m'a contacté, je lui dis non, ce que vous faites est vraiment trop nul. Et en fait, ça ne sera pas possible parce que je ne respecte pas votre travail. Alors, je lui ai dit en MP, bien évidemment. Je lui ai argumenté le pourquoi du comment. Hein. Mais même dans mes collaborations, je fais vraiment attention avec qui je travaille. C'est pas une question de prétention. Ça n'a rien à voir avec la prétention. C'est parce que les losers voient de la prétention partout, en fait. Dès qu'ils voient quelque chose qu'ils comprennent pas, ils appellent ça de la prétention. Mais c'est pas de la prétention. Mais c'est qu'à un moment, tu le vois en politique, tu le vois chez les écrivains, les philosophes, les sportifs, hein, les maçons, les ferronniers, les coiffeurs. Et il y a dans la même profession toujours des gens qui essaient de bosser correctement et des gens qui font absolument n'importe quoi. Et le sport, je suis désolé de le dire, n'échappe pas à la règle. Quand tu vas chez un mauvais coiffeur, tu as une tête de cul et au pire, tu rentres, tu te rases la tête. Bon, why not? Mais quand tu tombes sur un mauvais coach sportif, surtout si tu n'as pas de recul dessus parce que c'est le premier coach que tu vas voir, il va falloir 2-3 ans et que tu te sentes complètement brisé avant de voir que tu étais dans la mauvaise direction. Et sans rentrer dans le débat, parce que moi, j'essaie de pas y rentrer justement, mais hier, il y a sur Théma, pour les Français qui vont nous regarder, et si vous pouvez le regarder vous aussi en Suisse en rediff, il y avait une vidéo de ouf sur les agressions sexuelles dans le milieu sportif. Donc, je le cite pour que vous compreniez bien que le monde du sport fitness is magic et turlututu
Entre l'incompétence et les dérives sexuelles, on vend un monde magique de fitness où on va rentrer dans les associations sportives, ça va pas nous coûter cher, on va venir faire notre sport, on va devenir des machines, etc., etc. Et en fait, la qualité de l'enseignement, le pire dans ce reportage, c'est que tu as des gens qui ont eu ce type de problème dans des petits clubs de merde au fin fond de l'Angleterre, et tu as des gens qui ont eu ça dans des équipes nationales en fait. Donc voilà, il y a de la gangrène à tous les niveaux. Il y a ce type d'agression dans tous les métiers du monde, et il faut juste faire un récap. C'est que le monde du sport paraît un peu utopique, où tout le monde s'aime, tout le monde s'adore, tout le monde veut le meilleur pour son prochain, etc., etc. Mais dans la réalité des faits, il y a des profonds incompétents, il y a même des gens qui sont dangereux. Donc voilà, moi je considère que surtout maintenant avec les réseaux sociaux, on a un pouvoir très important sur ce qu'on donne aux gens. Moi, je donne beaucoup de contenu gratuit, mais mon contenu gratuit, quand je décide de le diffuser, je prends vraiment conscience qu'il y a des gens qui vont le regarder. Enfin, je vous mets au défi d'aller sur ma page Insta et trouver une seule vidéo d'un truc dégueulasse que je vous montre. Vous en trouverez pas. Hein, si je fais une grosse performance et qu'elle est dégueulasse, je la publierai pas. Parce que il y a toujours des gens qui sont en open gym, qui sont pas coachés, qui peuvent prendre ça en exemple. Idem sur les exercices que je vous donne. Enfin, je vous donne pas de contenu qui sert à rien. Quand je donne un tuto, c'est pas pour faire le buzz. C'est un truc fondamental, vu, revu, et je le martèle parce que c'est un fondamental justement. J'essaie pas de trouver une nouvelle manière sexy complètement con de faire un truc qui va vous apporter, à part du mauvais enregistrement moteur, rien de spécial, tu vois. Donc voilà, je sélectionne aussi les gens avec qui je collabore parce que j'ai une conscience plus large de l'impact de notre boulot, et j'ai la prétention de vouloir impacter le monde du fitness, clairement. Je m'en cache pas. Je commence déjà à bien le faire. Mais et j'encourage tous les gens qui viennent me voir en stage d'ailleurs, et tous les gens qui regardent ma vidéo, à décider de devenir des militants de ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, tu as l'exemple avec la transition écologique, où on t'explique que ça va passer par les pièges du quotidien. Si tu arrêtes d'acheter des trucs qui sont jetables, forcément, on va moins en vendre. Tu vois, on essaie de responsabiliser les gens à ça. Mais moi, je fais pareil dans le sport. C'est-à-dire que si vous arrêtez de partager des vidéos de gens débiles, et si vous arrêtez de vous entraîner n'importe comment, forcément, les gens qui vont s'entraîner, qui vont vouloir vous entraîner pas correctement, vont devoir se mettre à jour. Hier, j'ai partagé une vidéo qu'on m'a envoyée d'un coach qui faisait faire des pull-ups à l'élastique dans sa box. C'est dangereux, ça pète les épaules, c'est complètement con. Donc, si vous-même, en tant que pratiquant, vous devenez acteur et que vous arrêtez de demander aux gens de vous montrer les tractions avec de l'élastique, évidemment, les coachs auront de plus en plus honte de le faire, et finalement, on arrivera peut-être dans un monde incroyable où on le fera plus. Tu vois, c'est ce genre de truc. Je pense que nous, en tant qu'éducateurs sportifs ou que coach sportif, on a un pouvoir sur la direction où on emmène le sport. Mais je pense que si on secoue un peu aussi nos adhérents, nos clients, et qu'on les habitue à du mieux, ils vont se créer un œil, ils vont se créer une culture, et ils vont être capables de déceler quand on essaie de leur donner du caca. Sans essayer bien sûr d'excuser les aléas du monde du fitness qu'on voit, et comme tu as dit, il y a énormément d'incompétences, il y a énormément de mauvaises informations qui tournent encore. Est-ce que pour toi, une des sources de ça, c'est peut-être le fait que c'est une profession qui est quand même très très jeune? Si on la compare à, tu as mentionné les coiffeurs, on peut parler d'autres professions Tu as, tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison, mais moi j'irai plus loin. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais nous, par exemple, en France, on a une fac de sport où les gens en fac de sport en France sont donc des gens qui t'enseignent, sont quand même des doctorats bac+8, tu vois. Et la supercherie, c'est que ces gens-là sont capables de te dire des conneries qui datent de il y a 30 ans. Il faut savoir qu'en fait, médicalement parlant, les premières données qu'on a données sur le sport au niveau de la biomécanique et de la science du mouvement sont issues des découvertes anatomiques du début du siècle. Donc, par exemple, le fameux « faut pas avancer les genoux quand tu squattes », c'est en fait une extension
de l'anatomie qui était faite au début du siècle. Sauf qu'aujourd'hui, on sait qu'en biomécanique, on est quand même allé beaucoup plus loin. Tu vois, la médecine a évolué. Enfin, en 1900, enfin, souvenez-vous. Enfin, toi et moi, on n'était pas là, tu vois. Mais demandez à vos parents comment on opérait une dent de sagesse il y a 40 ans. Regardez comment on fait maintenant. Enfin, le monde médical a évolué à une vitesse supersonique. Mais par contre, le monde du sport, dont les données sont issues du monde médical, a absolument pas évolué. Donc, je pense que c'est beaucoup un problème d'enseignement. Tu sais, là, on est en train de discuter, on est début septembre. On a un diplôme de sport en France obligatoire qui s'appelle le brevet professionnel, le BP. Donc, j'ai des gens de ma salle qui sont venus s'entraîner pendant quelques mois et qui sont aujourd'hui en train de faire les tests du BP. On leur demande encore de pas casser la parallèle, tu vois, en descendant en squat. On leur explique que quand on les fait descendre avec un dos neutre, et toi, tu suis un petit peu mon travail, tu sais qu'au niveau de la technique de squat, je suis quand même un des mecs les plus pointus qui existent. On leur a expliqué au test du BP qu'elles étaient mal placées. Enfin, la Mongolie, tu vois, la vraie débilité mentale. Donc, je pense que c'est même pas un problème historique. Moi, je pense que c'est vraiment un problème de formation. C'est un problème de formation. Parce que c'est un problème, ouais, c'est un problème de formation, de nivellement par le bas. Le jour où on prendra les meilleurs pour former, mais les meilleurs n'ont pas envie de former, enfin, les meilleurs n'ont pas envie de former dans le public. Enfin, si tu es un éducateur sportif qui a du succès, t'as pas envie d'être payé au lance-pierre dans un organisme de formation BP. La plupart des gens qui sont en organisme de formation BP, j'ai dit la plupart, j'ai pas dit la totalité, donc commencez pas à commenter en disant ouais, non, mais moi, je suis pas comme ça. Non, non. Mais la plupart des gens qui sont formateurs en BP, enfin, c'est pas toujours la crème de la crème. Enfin, faut arrêter de croire que, enfin, formateur, on dirait que c'est un titre, tu vois, honorifique dans le sport. Mais être formateur, c'est pas parce que vous êtes formateur que vous êtes les meilleurs. Moi, je vois là où je vis, dans le secteur où je vis, sur quels critères sont recrutés les formateurs, c'est une supercherie. Enfin, les gens sont capables de rentrer en BP avec 1 an de formation haltéro sans jamais entendre parler du hook grip. Le mec qui les forme en haltéro, la plupart du temps, n'a jamais fait de compétition haltéro, n'a même jamais pris une licence en haltérophilie. Donc, tu vois, moi, je pense que c'est au-delà du côté historique, il y a vraiment un problème de formation. C'est un peu le concept qu'on a avec quand on parle de violence policière. Si tu regardes les pays, les analyses, c'est voilà, ben, plus les policiers sont formés avant d'être sur le terrain, moins il y a de bavures. C'est conceptuel en fait. Donc moi je pense que c'est vraiment la formation. Et c'est pas forcément mauvais parce qu'on avait un diplôme qui était sur 2 ans qui s'appelle le brevet d'État et il est placé sur 1 an. Mais en vrai, sur 1 an, à 35 heures par semaine, si tu as vraiment des élèves qui sont intéressés et tu as des cours qui sont intéressants où on donne du bon contenu, il n'y a pas de souci. L'histoire de les genoux, faut pas qu'ils dépassent les pointes de pied ou faut pas casser l'appareil au squat. Le problème, c'est pas l'incompétence des coachs, c'est l'incompétence des formateurs qui leur ont dit. Parce qu'une fois qu'ils ont appris ça pendant 1 an, va leur expliquer que c'est faux. Ils vont dire, ah, mais c'est ce que j'ai appris au BP, c'est ce que j'ai appris en STAPS. Alors, il y a toujours, quand je dis ça, des gens en vidéo qui viennent dire, ouais, non, moi, dans mes STAPS, c'est pas vrai, on me dit pas ça. Et juste en dessous, tu as un mec qui dit, eh ben, moi, j'ai fait 3 ans de STAPS et on m'a dit pareil. On m'a dit ça aussi, qu'il fallait que je le fasse, tu vois. Donc, il y a tout et n'importe quoi. Il y a tout et n'importe quoi. En France, chaque organisme de PP est complètement indépendant. Alors, au loin, il y a le ministère qui leur donne des directives. Mais bon, sur le terrain, c'est n'importe quoi. Les STAPS, c'est pareil. Chaque STAPS est en concurrence avec l'autre fac. Donc, Lyon, est-ce qu'ils sont meilleurs que Montpellier? Est-ce qu'ils sont meilleurs que Toulon? Voilà. Donc, il y a pas de fil conducteur. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas quelqu'un en haut qui va secouer la branche pour qu'on ait un tronc commun de formation correcte, voilà, on en arrive à des inepties. Pour te donner un exemple, parce que pour vraiment que les gens qui nous écoutent situent le merdier, le BP en France, ils ont la mention musculation et haltéro dans la même chose. Donc, imagine-toi que le matin, on va t'expliquer en muscu qu'il faut pas tendre les bras au développé couché parce que ça fait mal. Et l'après-midi, on va te faire un jerk. Et si tu tends pas les bras, c'est essai. On va t'expliquer qu'il faut pas casser la parallèle au squat en muscu parce que ça fait mal aux genoux. Et juste après, on va t'apprendre à faire un épaulé en squattant le cul par terre parce que par définition, l'haltérophilie, c'est pull high, catch low. Donc, si tu catches pas bas, ça marche pas. Tu vois? Donc, on en est à ce level de Mongolie. C'est-à-dire que moi, mon ex passait le BP et en plus, elle a été formée par moi sur son travail. D'un coup, elle arrive en BP, on lui demande de tendre les bras au jerk et au snatch, mais pas au bench.
Est-ce qu'à un moment, les gars, vous vous êtes parlé, en fait? Ou est-ce qu'en fait, il y a un qui arrive de 8h à midi, prend sa voiture, il se barre, et en fait, il croise jamais celui de 14h? Enfin, est-ce qu'à un moment, ils ont fait une réunion en se disant, les gars, vous trouvez pas qu'à un moment, on va manquer de concordance dans nos propos quand on va demander aux gens de tendre les bras sur un GR qui est pas sur un bench? Enfin, tu vois, moi, je me dis, à un moment, comment ça s'est passé les réunions pédagogiques? C'est quand vous avez lu le contenu, vous vous êtes pas dit bon là on fait n'importe quoi. Enfin, tu vois. Donc voilà, je pense que au-delà de ça, c'est vraiment la formation. C'est vraiment la formation et on est dans un métier où comme la formation est vraiment, allez, je vais essayer d'édulcorer mes mots parce qu'on est en Suisse. Donc hétéroclite, où on trouve de tout. Le problème c'est que la qualité du coach elle est soumise à sa conscience perso et il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Et deux, à est-ce qu'en sortant de là il va se former, tu vois? Et en plus, par des biais psychologiques, est-ce que la personne ne va pas se former que vers les gens dont le contenu correspond à ce qu'ils ont appris? Genre, par exemple, tu as des gens, ils vont apprendre que les genoux doivent pas dépasser les pointes de pied. Eh ben, derrière, oui, ils vont se former continuellement, mais auprès des gens qui ont le même discours qu'eux. Tu vois? Donc, se former pour se former, encore une fois, c'est mignon de se former, mais on se retrouve toujours dans la même boucle, en fait. Des gens qui vont être capables d'avoir une analyse factuelle. Moi, j'ai appris à pas avancer les genoux. Je me suis niqué les genoux et au bout d'un moment, je me suis dit, mais Guillaume, t'en as pas marre d'avoir balle plus au lombaire qu'aux jambes quand tu squattes, vraiment? Et là, j'ai commencé à gratter, à gratter, à gratter. J'ai eu la chance de rencontrer Benjamin Hennequin, vice-champion du monde, qui collabore sur toutes nos programmations haltéro chez We Are Athletic. J'ai eu la chance voilà, d'aller voir Joris Kay, qui a fait vice-champion de France, vice-champion d'Europe de force athlète, etc., etc., et de vraiment poser les questions. Et puis moi-même, de me dire, mais merde, mais pourquoi j'avancerai pas mon genou, en fait? Quand je fais des fentes, mon genou avance. Quand je monte les escaliers, mon genou avance. Quand je fais un step-up, mon genou avance. Mais putain, mais c'est complètement con, cette histoire, tu vois. Donc, il y a un cheminement derrière. Et d'ailleurs, j'en ai parlé en introduction, mais le fait de m'entraîner m'a fait me péter, m'a fait me poser des questions, m'a fait comprendre. Mais la formation, en formation, on t'apprend que c'est vert alors qu'en fait c'est rouge. Et toi, par biais affectif, tu veux pas remettre en question ce que tu as appris dans ton diplôme, donc tu ne vas t'orienter en formation que vers des gens qui disent que c'est vert. Il y a ça aussi. Il y a ça. Les gens te disent qu'ils ont appris ça en BP, mais ils ont lu un truc qui dit que, mais ils sont allés voir un tel qui dit que. Et en fait, c'est un cercle de gens incompétents qui se protègent entre eux. Donc bref, euh, je pense, pour apporter une réponse un peu plus concise, que c'est beaucoup plus un problème de formation que de contenu, parce que notre discipline, notre métier est jeune, mais vraiment, il a des ressources en termes de contenu intéressant qui sont absolument exceptionnelles. Il y a des gens qui ont des innovations pour mettre ce contenu à disposition, la plupart du temps gratuitement, de manière incroyable. Olivier Bollier expliquait que son contenu, ça fait 20 ans qu'il bosse, ça fait 20 ans qu'il est gratos. Enfin, il a mis payant pendant le confinement. Allô, vous avez un mec là en Suisse qui fait nos minutes aussi. Je suis pas encore allé voir, mais tous mes potes m'en parlent et le mec a l'air de faire un contenu prodigieux. Donc big up à toi et bravo pour ce que tu fais. Et encore une fois, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu gratuit. Tu vois, donc des open source gratos, il y en a des kilos, mais encore faut-il que les gens aillent le chercher. Tu vois, et encore une fois, sur ce contenu formateur, on pourrait faire la blague, hein, on pourrait se mettre sur ordinateur et sur YouTube et regarder trajectoire des genoux au squat. Et je pense que, comme d'habitude, à chaque fois que je fais ça, tu vas avoir 3 vidéos pour, 3 vidéos contre, et puis les gens vont, s'ils n'ont pas la capacité de vraiment se remettre en question eux, vont rester et vont se diriger. En fait, ils vont pas se former pour se remettre en question et changer la manière de faire. Ils vont se former pour trouver des arguments en plus pour corroborer ce que eux ont appris. Tu comprends? Et ça, en fait, je pense que c'est un métier qui est beaucoup plus soumis à l'intelligence personnelle que certains. Faire une couleur, j'ai rien contre les coiffeurs, mais faire une couleur, il y a un process, il y a un temps de séchage, il y a des teintes par rapport à des cheveux. Voilà, c'est process, tu vois. Le fait que notre formation soit vraiment la formation de base, soit vraiment bas de gamme. Et encore, je dis ça, mais en France, on a une formation.
si je dis pas de conneries, maintenant avec l'Allemagne, c'est les seuls pays du monde où tu as besoin d'une formation. Enfin, en Suisse, je me souviens d'un exemple d'un pote à moi qui était horloger et qui est devenu CrossFit Level 1 et qui est maintenant coach dans une boxe à Genève en démontrant des snatch barre à vide en faisant 1 mètre en avant, en sautant. Donc bon, nous encore, on est protégés par ça, mais protégés entre guillemets. Mais au-delà de ça, une fois que tu es sorti de ce contenu de base, souvent pas terrible, tes compétences vont être soumises à ton intelligence personnelle, ton désir d'accomplissement, ton désir de donner le meilleur, ton désir de tout ça. Et ça, bah, évidemment, comme dans tous les métiers, bah, y a des gens qui vont l'avoir et des gens qui vont pas l'avoir. Regarde, toi, par exemple, tu as décidé de monter une chaîne. Tu as décidé d'interviewer les gens qui t'intéressaient, tu as décidé de leur poser des questions super pertinentes, etc., etc. Et ça, c'est ta volonté perso. Hein. Pas un truc qui doit te rapporter des masses, tu le fais pour toi, pour mettre du contenu à dispo, faire connaître, faire lever le game général. C'est tout à ton honneur, mais c'est une démarche complètement personnelle. Donc voilà, je pense qu'il y a des difficultés dans l'enseignement parce que la compétence du coach va être soumise à une démarche complètement personnelle. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai fait évoluer dans mon coaching dernièrement. Pour ceux qui coachent, je vous donne un tips. J'implique beaucoup plus la responsabilité individuelle des gens dans leur pratique. C'est-à-dire que je me pose beaucoup plus en guide qui est là pour leur montrer ce qu'il faut faire. Mais par contre, je leur répète à chaque cours que s'ils veulent avoir une progression psychologique autant que physique dans leur vie, il ne faut par exemple pas qu'ils s'autorisent à faire moins bien que le meilleur qu'ils peuvent faire. Et hier, je donnais un cours d'haltéro. Enfin, il y a 2 jours, je donnais un cours d'haltéro où certaines personnes essayaient de snatcher, mais pour snatcher. Et ce qui est dingue, c'est que après leur avoir rappelé cette phrase, sans aucune modification de leur technique, sans aucun tips technique, sans aucune correction, un snatch relativement dégueu est devenu un snatch vraiment propre en 30 secondes. Ça veut dire que on a nous aussi un pouvoir d'expliquer aux gens qu'ils sont libres et responsables de pouvoir faire le meilleur de leur capacité. Et je reçois très régulièrement à la sortie de mes cours des messages positifs par rapport à ça, où les gens se rendent compte petit à petit que, bah, tu sais, ils sont dans cette routine de faire pour faire et de pas faire de leur mieux. Et bah, c'est une fenêtre de temps, l'heure qui passe à la salle, où j'essaie de les driver vers ça en leur disant, bah, écoute, si tu me donnes pas le meilleur de ce que tu as, je vais pas pouvoir te coacher parce qu'en fait là ta rep elle est mauvaise, mais parce que tu y allais à 2 à l'heure, pas concentré. Voilà, donc donne-moi le meilleur de toi-même, que j'ai vraiment un truc à corriger correct. En fait, souvent, il n'y a pas grand-chose à corriger parce que le geste est vachement mieux. Et faire comprendre aux gens qu'ils ont ce pouvoir-là sur eux-mêmes, je pense que c'est un vrai vecteur de changement de vie. Parce que en dehors de la salle, quand la personne a vu ça, et en disant putain, il m'a demandé de faire le meilleur que je pouvais faire, de ne pas faire moins bien que le meilleur que je pouvais faire. Et en fait, je suis passé d'un truc complètement pourri à un truc plus que correct. Et ça veut dire que je peux l'appliquer dans d'autres domaines, en fait. Et là, ben, je pense que c'est le rêve de tout éducateur sportif, c'est-à-dire que le sport devienne transversal à la vie de tous les jours et qu'on arrive à changer la psychologie des gens et que ça devienne des vrais leaders dans leur life. Ça, c'est vraiment le but, je pense, de n'importe quel éducateur sportif. Que les gens reprennent le contrôle de leur vie, découvrent leur plein potentiel. Voilà, donc c'est un aspect pour ceux qui coachent. Vous voulez faire un peu évoluer votre coaching et passer plus de l'éducation à l'animation. Essayez de faire ça. Essayez de faire ça et vous allez voir des belles différences. C'est un truc intéressant à faire. Oui, donc l'idée, c'est d'essayer de, comme tu l'as bien dit, d'établir un certain mindset avec tes clients, avec tes athlètes, avec les gens avec qui tu travailles et de leur inculquer une certaine autonomie pour que, alors voilà, c'est pas un bon business model parce qu'on voudrait idéalement dans un monde parfait, côté business, de garder ses clients sur le long terme parce que ça coûte moins cher de garder un client qu'en trouver un nouveau. Mais par contre, si on veut faire le meilleur job que nous, on peut faire en tant que coach, notre but, ça devrait être de les amener vers l'autonomie, vers l'indépendance de leur pratique pour qu'ils puissent faire le maximum de choses par eux-mêmes. Ouais, alors ce que je pense là-dessus, c'est que si un coach a peur de perdre ses clients parce qu'il les rend autonomes, c'est un mec qui a vraiment un business model merdique. Au sens où pour avoir peur de ça, il faut penser qu'on n'a pas des choses à apporter sur le long terme à quelqu'un.
À partir du moment où vous avez ancré vos clients sur une vision de eux-mêmes, non pas à 6 mois, mais à 4, 5 ans, voire 10 ans, vous pouvez les rendre autonomes. Ils auront toujours besoin d'être suivis. Moi, c'est vraiment ça que j'essaie d'inculquer aux gens. C'est que on est là pour les rendre autonomes, on est là pour leur apprendre à faire le meilleur de ce qu'ils peuvent faire. Mais j'ai aucune crainte qu'un de ces quatre, il y en ait un qui me dise ouais, bon ben moi c'est bon, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, donc ben maintenant je peux m'entraîner dans mon garage tout seul. Parce que ça, c'est que j'en ai aucune crainte parce que je sais que j'ai un niveau de compétence qui fait que je pourrais leur apporter des choses sur le long terme. Et eux, je leur inculque une vision d'eux-mêmes, de leur développement sur plusieurs années. Donc, si les gens qui coachent ont peur de diriger leurs clients vers une certaine autonomie, et encore, on s'est compris sur l'autonomie, comme je disais, c'est plus facile, c'est très facile et tout le monde peut se programmer un entraînement. Tout le monde peut programmer un entraînement. Tout le monde peut faire vomir quelqu'un sur un WOD. Tout le monde peut le faire. Mais par contre, faire une vraie programmation et avoir des capacités de coaching technique, que vous êtes capable de coacher quelqu'un au snatch qui ne sait pas snatcher une barre à vide, comme apporter des tips de coaching à quelqu'un qui snatch déjà 130 kilos, si vous êtes capable de ça, vous n'avez pas à avoir peur de rendre vos élèves autonomes sur 1, la gestion de leur pacing, 2, leur warm-up, 3, leur sensation gestuelle technique et 4, sur leur mindset. Donc, je pense que c'est une mauvaise vision que peuvent avoir certains coachs de non, il faut surtout pas rendre nos clients autonomes, sinon ils vont se faire un garage gym tout seuls. Moi, la plupart des gens que je connais qui se sont fait un garage gym, c'est des gens qui n'ont jamais été coachés par un vrai coach. En toute honnêteté, hein, les gens qui se sont barrés d'une salle, affiliés ou pas, pour créer leur propre garage gym, c'est soit des gens qui sont coachs professionnels eux-mêmes, soit des gens qui payaient ou qui se sont entrés dans cette salle 2 ans et qui se sont aperçus qu'en fait les coachs n'avaient absolument rien d'autre à leur donner, soit par manque d'intérêt, soit par manque de compétences, et qui se sont dit bah, tu sais quoi, entre ce que ça me coûte à l'année avec ma femme d'aller à la salle ou m'équiper mon garage, bah, je vais m'équiper mon garage. Mais ces gens-là, par contre, j'ai un scoop pour vous, ils sont quand même en demande de coaching parce que c'est des gens qui me payent des programmations et des coaching week. Donc, c'est bel et bien un problème au sein de la salle qui a poussé les gens à prendre leur autonomie. C'est des gens qui me disent, enfin, j'en ai par exemple de la région de la proche frontière Suisse et France. J'en ai beaucoup de cette région-là qui viennent en coaching week. J'ai dû en avoir une quarantaine cet été. Tous me disent en partant, putain, tu veux pas monter une salle là-haut? Parce que tu peux être sûr que si tu montais une salle là-haut, on serait tes premiers clients. Donc, c'est des gens qui s'entraînent par eux-mêmes, malgré eux. L'autonomie qu'ils se sont créés, c'est pas une autonomie voulue. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Les gens aiment, on est des êtres sociables, on aime être à la salle avec nos potes. Mais au bout d'un moment, il y a la logique financière qui fait pourquoi est-ce que je paye, surtout chez vous, pourquoi je paye autant pour si peu en fait. Donc voilà, je pense que le problème c'est pas l'autonomie et évidemment l'owner qui s'aperçoit qu'il y a 5-6 clients qui se barrent de sa salle pour faire un garage, il va juste se dire ouais de toute façon ils sont tellement arrogants qu'ils ont envie de faire les choses par eux-mêmes. Moi je l'ai vécu, hein. Il y a 3 ans, j'ai un groupe de 6 personnes qui se sont barrés pour faire un garage dans une petite ville à côté là. Et tu sais quoi? Ben, grand bien leur face. Parce qu'en fait, ils étaient devenus tellement cons et tellement arrogants à la salle parce qu'ils avaient fait 3 compètes pourries que, en fait, ils me polluaient les cours. Et aujourd'hui, j'ai un scoop pour toi. Ils sont toujours nuls. Je crois qu'il y en a la moitié qui ont arrêté. Ils sont toujours mauvais. Et nous, notre salle, elle a explosé, en fait. Et le jour où ils se sont barrés, le lendemain, il y avait déjà une meilleure ambiance. Donc voilà, hormis ce cas-là, si les gens qui se barrent de vos salles pour faire des garages sont des athlètes bonnards que vous vouliez peut-être pas trop voir partir, je pense que et en plus voilà, si c'est les gens qui vous voilà, là, je vous donne une astuce. Si vous barrez avec eux en mauvais termes, bah, c'est peut-être que c'était des cons. Par contre, si vous s'ils se barrent et que vous êtes en bon terme
c'est que sûrement, vous leur apportiez pas le niveau de compétence qu'ils cherchaient. Et donc, le problème, c'est pas que vous ayez essayé de les rendre autonomes ou pas, c'est que vous vous en occupez pas comme il faut. Voilà, ça, c'est un bon truc. Parce que moi, les mecs dont je te parle, enfin, les gens, les couples ou ce genre de gens, ils sont pas en mauvais termes avec le mec chez qui ils étaient, hein. Ils se sont juste dit, bah, financièrement, entre la route que ça me prend et ce que ça me rapporte et ce que ça me coûte, je suis bien dans mon garage. Mais ils sont pas du tout en mauvais termes. Tu vois, moi, l'exemple que je te donnais, c'était des gens qui étaient devenus juste des gros cons. Donc, bah, ils sont devenus des gros cons dans leur garage. Et bah, forcément, en autarcie, les gros cons, généralement, ça se développe pas. Tu vois, donc ils le sont toujours. J'espère que mon franc-parler ne choque pas trop notre public suisse. Mais bon, en même temps, vous avez vu Marc Guillou, vous êtes venu, enfin, vous savez à quoi vous attendre. Non, c'est bon, il y a pas de souci là-dessus. Pour toi, quelles sont les lacunes du CrossFit français en 2020? Euh, En vrai, je vais dire le manque de remise en question et je vais vraiment argumenter. J'ai fait partie en 2012 des gens qui ont développé le CrossFit sur si tu vomis pas à la fin de ta séance, t'es un fragile. J'ai fait partie de cette vague-là. C'est donc un sport de névrosé qui a vraiment besoin de se faire mal à l'entraînement pour se sentir exister. Ça, c'est OK, d'accord? Euh, Sauf que, je vais prendre un exemple de mon ami Maxime Bisson avec qui j'ai fait les régionales, CrossFit Camp, que je salue. Lui-même est arrivé à un niveau où il s'est défoncé les genoux. Donc, je m'en occupe sur protocole de PM et ça va beaucoup mieux. Les choses sont réglées. Mais le fait qu'il se soit entraîné à si gros niveau et qu'il se soit blessé, lui a fait remettre en perspective pourquoi on faisait ça en fait. Donc cette première vague, je vais appeler la vague des gens qui ont commencé entre 2012 et 2014 et qui ont fait de la grosse compète sur 2016, 2017, 2018. Je vais appeler ça la première vague. La plupart de ces gens-là se sont blessés. Jessica Vetter s'est blessée. Célia s'est blessée. Tu vois. Et Jessica Vetter, par exemple, c'est quelqu'un que tu vois qui fait plein d'autres choses maintenant, cool, mais qui se bat plus pour être sur chaque compétition. Bon, surtout que maintenant elle a passé les 35, donc elle est en master, mais tu comprends où je veux en venir. Maxime Bisson, c'est pareil, il s'est retapé les genoux avec protocole de PM. Maintenant, il s'entraîne pour le kiff et à côté, il s'est mis à la boxe anglaise. Tu vois. Donc, il y a cette première vague de gens qui se sont massacrés et qui se sont vraiment remis en question. Je sais que par exemple Anne-Claire qui a Dreyfus sur Strasbourg qui avait fait des performances exceptionnelles au régional en 2018 en individuel. Depuis, elle a quelques soucis avec ses genoux. Et je sais que tous les gens, je m'inscris dedans aussi, hein, mais tous ces gens-là ont été obligés de se remettre en question à un moment sur la violence, l'intensité de leur pratique. Donc on est plutôt devenu raisonnable sur le sujet. Tu vois. Et je pense que la lacune du CrossFit en 2020, c'est les gens qui n'ont pas fait notre parcours et qui donc continuent à développer un CrossFit complètement aberrant. C'est-à-dire que j'ai fait une coaching week, là, on était 50 sur la première semaine d'août. Donc j'ai eu des gens de partout. J'ai eu sur les 50 en coaching week, il y en avait 15 de Belgique, il devait y en avoir 6 de Suisse et tout le reste de absolument partout en France. Eh ben, ils ont tous découvert pendant 4 jours que c'est pas du tout en faisant plus de watts qu'ils allaient devenir meilleurs en CrossFit. Et l'anecdote, c'est que j'ai reçu la newsletter de Invictus une semaine après et celle de Brute Strength. Et les deux avaient choisi pour sujet, est-ce que c'est en faisant plus de Metcon que vous serez meilleur en CrossFit? C'est quand même un timing absolument hors norme que moi je leur explique pendant 4 jours que leur facteur limitant actuellement, c'est pas du tout leur VMA et c'est pas du tout leur capacité à se faire mal, c'est beaucoup plus leur mobilité articulaire, leur force de chips et leur technique complètement aberrante, plutôt que Metcon sur Metcon sur Metcon, sachant qu'en plus, les gens sont pas athlètes professionnels, donc ils ont pas que ça à foutre toute la journée. Donc, souvent, entre faire un WOD et faire de la technique, ils choisissent faire un WOD parce qu'ils ont besoin de se sentir exister et de s'être fait mal. Donc voilà, j'ai fait 4 jours de pédagogie là-dessus. Une semaine après, je regarde tous les plus gros organismes de CrossFit qui font une newsletter sur ce sujet-là. Donc ça prouve que je suis quand même vraiment dans le vrai. Et comme je te dis, les gens qui se sont pas fracassés comme nous ou qui n'ont pas fait de la compète à notre niveau, continuent
à vendre un CF beaucoup trop intensif, avec trop peu de renfort et trop peu de technique. Ouais, Voilà. Donc, je pense que c'est ça la lacune. c'est intéressant que tu vois ça même au niveau, on va dire, de la population générale, mais c'est quelque chose que tu retrouves même avec les athlètes qui ont un bon niveau. Je me rappelle des années en arrière avec Max Elhaj et d'autres à Training Think Tank qui disaient, en général, quand ils prennent un athlète, on va dire, niveau régional, et que les gars, ils veulent, ou les nanas, elles veulent monter d'un niveau, d'un cran, la première chose qu'ils font la plupart du temps, c'est de couper le volume en deux. Et simplement parce qu'ils en font Complètement. trop et ils ne se focalisent pas assez sur la qualité de leur travail, ce qui fait qu'après, derrière, en Complètement. fait, il y a juste trop de déchets, quoi. Alors, au niveau anecdote là-dessus, si tu veux, il y a quand CJ Martin est venu en Belgique pour donner un Invictus Camp, il nous a parlé du cas de Camille Leblanc. Et Camille Leblanc, il explique que en fait Camille Leblanc, 2014, on gagne les Games. Après s'être entraîné sur la programmation Invictus, ça fait partie d'Invictus. En fait, en sortant de ça, elle est tombée sur un coach qui lui a dit bon, écoute, c'est bien, t'es forte, mais les meilleurs s'entraînent derrière, donc tu vas pas le rester. Et moi, si tu veux, grâce à ma méthode, bah, tu vois, je peux t'aider à développer ça, 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 ça. Et en fait, son volume d'entraînement a explosé. Elle a suivi ce coach. Son volume d'entraînement a explosé et derrière, ben, en fait, elle a pas fait grand-chose. Elle s'est même blessée. Elle a plus jamais récupéré ce niveau-là. Et ensuite, ben, à l'époque de ce Invictus Camp en Belgique, CJ Martin expliquait qu'elle était en train de lui demander de revenir à Invictus. Et les gens, ils disaient alors, est-ce que tu vas accepter et tout. Il disait ouais, je pense que ouais. Ben, juste après, elle a gagné les Wodapalooza. Et tu sais quoi? Ben, elle est repartie. Et tu sais quoi? Ben, niet, il se passe plus rien. Tu vois. Donc c'est très drôle ce que tu dis parce que clairement, CJ Martin expliquait que déjà lui il trouve que sa prog elle est quand même assez volumineuse et il dit mais la plupart des gens pensent que c'est en faisant du volume qu'ils vont progresser, du volume d'intensité. Souvent les gens opposent volume et intensité. Le problème c'est pas l'intensité, c'est le volume d'intensité. C'est que si tu vois dans lactique 5 sur 7, tu vas canner. Voilà, la question est vite répondue. Le volume d'entraînement, si tu fais du renfort, si tu fais du cardio basse intensité et si tu fais de la technique haltéro entre 50 et 60% de ton max, que tu t'entraînes régulièrement entre 70 et 80% et que une fois tous les 15 jours tu t'autorises à aller au-dessus de 90%, ça fait du volume, mais c'est pas du volume d'intensité. Donc tu peux le tenir. C'est vraiment le volume d'intensité pour moi qui pose un problème. Enfin pour moi, pas pour moi, qui pose un problème tout court. Et c'était drôle parce que CJ Martin en parlait déjà en 2017 de ces coachs qui te font faire des A, B, C, D, E, F, G. Moi, je pense très honnêtement que j'ai passé mes 5 premières années de CrossFit en surentraînement. J'ai fait les WOD des Open en 2018 quand on a voulu faire la régionale. Avec des problèmes de ventre d'un autre monde parce que j'avais fait un burn-out l'année de mes 30 ans, un burn-out physique, pas psychologique, hein, psychologiquement j'allais très très bien, mais alors physiquement mon corps avait complètement explosé. Et en fait j'organisais des soirées pour qu'on fasse les WOD des Open avec les box des alentours. Et en fait, je me vidais 5 à 6 fois dans la journée aux toilettes. Je lançais la soirée à 19h, j'allais me vider. Je jugeais, j'allais me vider. Je passais, j'allais me vider. Tu vois, il y a même, alors, anecdote, il y a même des gens qui se sont permis de dire que j'avais manqué de respect à un de leurs coachs parce que quand leur coach il était passé, j'étais pas resté pour l'encourager. Sauf qu'en fait, pour te dire à quel point les gens sont cons, en fait, pendant que ce mec l'a passé, moi j'étais aux toilettes en train de me vider. Tu vois. Donc voilà, c'est l'anecdote. Donc j'allais pas leur dire, excusez-moi, hein, je vais pas admirer votre coach parce qu'en fait, il faut que j'aille complètement vider pour la 14e fois de la journée. Mais j'en étais à ce niveau-là et ça m'a duré 6 mois. Hein. En errance médicale totale, parce que analyse de tout ce que tu veux, j'avais rien. C'était juste mes glandes surrénales qui avaient complètement explosé et décidé d'arrêter de travailler. Donc voilà, le CrossFit m'a complètement mis en mauvaise santé à un moment de ma vie. Mais c'est pas le CrossFit, c'est pas Greg Glassman, c'est pas la méthodologie, c'est juste qu'on l'a pas respecté. C'est-à-dire qu'on s'est catapulté pendant 4-5 ans avec des paillettes plein la tête et voilà. Et honnêtement, je remercie mon intelligence et mon prépa mental qui me l'a développé, de m'avoir permis de me réinventer
autrement que comme athlète et de m'avoir donné envie de faire autre chose, tu vois, parce que aujourd'hui, je vois les gens qui ont eu cette quête à une époque et qui n'auront pas réussi à s'en sortir et qui n'ont pas réussi à se redéfinir autrement que comme ça. Eux, pour moi, l'avenir paraît compliqué. C'est-à-dire qu'en dehors de leur salle, il va rien se passer. Tu vois, moi, j'ai pu me réinventer dans plein de business, ce qui fait beaucoup rager en France, hein, parce que je suis multitâche, je m'intéresse à tout. Dès qu'il y a un truc qui me plaît, là, par exemple, je me suis mis au tir sportif. Tu verras que dans quelques temps, je serai vraiment bon. Je serai pas un monstre, mais je serai vraiment bon parce que quand je m'intéresse à un truc, voilà, je me suis intéressé à la nutrition. Maintenant, je sais vraiment de quoi je cause. Voilà, je suis un peu la prépa mentale idem. Je suis un touche à tout qui fait que se former et je sais que ça énerve parce qu'en France, bah, tu peux pas être présentateur télé, chanteur et écrivain. Tu vois, ça c'est pas possible. En France, t'es présentateur télé et si jamais t'écris un livre, bah t'es juste une grosse merde de présentateur télé qui a essayé voilà, d'écrire un livre. Les gens se posent pas la question. Aux États-Unis, tu peux être ça. Aux États-Unis, tu Ouais. peux être showman, tu peux être formateur en développement personnel, tu peux être cuisinier. Les gens s'en foutent. Au contraire, à chaque fois que tu rajoutes une corde à ton arc, les gens se disent putain, il est quand même balèze. Hein, chaque fois qu'il touche un truc, le mec il réussit. Moi, en France, à chaque fois que je touche un truc différent, on a l'impression que ça dilue les compétences que j'avais avant. Alors que pas du tout. Ça ne fait que m'aider à prendre les problématiques de mes clients dans une plus grande globalité. Mais je suis vraiment content en tant qu'ancien mec de cette première vague d'avoir su en sortir. Et ça m'a permis en plus de comprendre mes erreurs et d'en faire parfois des business comme 2PM. Et ça m'a permis de donner une autre dimension à mon coaching. C'est-à-dire que là, tu vois, là, je suis dans ma salle, j'ai des gens qui s'entraînent. On a vraiment remis leur quête à eux au centre du truc. Et s'il y en a qui sont dans la compétition, on va faire en sorte qu'ils fassent pas nos erreurs. Tu vois, donc ouais, si tu me demandes une lacune du CrossFit en 2020, pour moi, c'est vraiment celle-là. C'est-à-dire que tant que t'as pas mangé des vrais cailloux de la difficulté, tu t'en rends pas compte. Aujourd'hui, je vois la nouvelle vague 2019-2020 de gens qui ont commencé le CrossFit et qui, parce qu'ils clean 100 kilos, c'est des futurs compétiteurs à haut niveau avec une arrogance pas possible. Là, je vois mes élèves qui sont en BP, je vois leurs contacts, c'est aberrant. C'est aberrant. Les mecs mettent en avant leur programmation. Les mecs ont 2 ans de CrossFit. Et ils ont jamais fait une compète vraiment costaud de leur life et ça lance des progs. Et ça lance des progs de boucher en plus. Ça lance des progs avec trop de volume, des watts tous les jours. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est une espèce de cycle qui se répète. Donc pour moi, la lacune en 2020, c'est ça. C'est qu'il y a, tu vois, je peux pas demain me mettre dans le foot et créer une programmation sur le football, créer un système d'entraînement sur le football sans avoir un nom dans le football. Tu vois. En CrossFit, tu peux. En CrossFit, tu peux être une totale brêle avec 0 compétence et avoir participé à 3 compétitions sans qualif ou arriver à être qualifié in extremis, avoir fait complètement de la merde en finale d'une compète complètement de seconde zone et lancer ta programmation parce que tu comprends. Voilà, ça sera pour moi la deuxième lacune du CrossFit. C'est que comme c'est un open space et que tout le monde peut faire ce qu'il veut, ben, ça donne des contenus incroyables comme le tien, ce que tu essaies de faire, c'est une super truc. On en reprend l'exemple de nos minutes et tout ça, c'est de très bonnes initiatives. Et ça donne aussi des gens qui essaient de se lancer sans avoir fait leurs preuves sur la partie entraînement. Et ça, c'est n'importe quoi, par contre. Ça, c'est n'importe quoi. Et de toute façon, tout concept a des bons côtés et des dérives, tu vois. Mais voilà, ça, c'est les dérives que j'espère qu'avec le temps, la nouvelle génération sera peut-être un peu moins arrogante et un peu plus respectueuse de ce qui a été fait avant. Et, euh, et voilà, avant de se proclamer le meilleur ou la meilleure méthode ou la meilleure vision, il faut peut-être être sorti de sa salle et avoir vu ce qui se faisait ailleurs, quoi. Enfin, moi, quand je vois des mecs à 10, 20, 30 ou 50 kilomètres de chez moi qui s'expliquent que leur programmation, c'est la meilleure, alors que les mecs sont pas sortis de leur ville, en fait. Quand moi, j'ai bourlingué dans toute l'Europe et le monde entier pour me former auprès de ce qui se fait de mieux, j'explose de rire. Mais en même temps, les mecs peuvent s'appeler que les meilleurs parce que c'est le fameux syndrome Dunning-Kruger. Moins t'en sais, plus tu penses en savoir. Donc évidemment, comme t'es pas sorti de ta ville, tu peux pas savoir qu'il y a quelque chose qui se fait largement mieux en dehors de chez toi. Donc d'un autre côté, j'ai une main qui a envie de te gifler et de l'autre, j'ai l'autre main qui a envie de te dire bon bah écoute, j'espère que tu vas grandir
et que tu vas t'élargir, tu vois. Voilà, pour moi, c'est un peu ça les lacunes. Il y a ce côté un peu, voilà, les coachs première vague qui continuent à enseigner le toute intensité. Ça, pour moi, c'est un peu gênant parce qu'on a tellement de choses à apporter aux gens dans ce sport. Et la deuxième, c'est l'arrogance de la nouvelle génération qui, pour elle, n'a rien fait, et qui t'explique comment les choses fonctionnent. Ça, c'est très drôle. Après, la vie m'a montré que à chaque fois que quelqu'un venait m'expliquer comment ça allait se passer alors que le mec sortait de l'œuf, en général, dans les 2-3 ans, il y a un truc qui s'appelle la vie, qui lui réexplique quelle est sa place sur l'échiquier. Et en général, ça se passe mal. Enfin, moi, j'ai vu ça avec les salles. Ça fait 8 ans que j'ai ouvert la mienne. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils ont ouvert leur salle en 2012. Moi, je l'ai ouvert en 2012. J'en ai ouvert une en 13, 14, 15 et 2016, tu vois. Donc, voilà, j'en ai vendu certaines. Mais bon, ça fait un moment que je suis dans les salles. Et très régulièrement, il y a un nouveau mec qui débarque sur l'échiquier en disant voilà, moi je vais faire ci, moi je vais monter une salle, il va y avoir ça, bim, bam, boum. Et en général, dans les 2 ans, le mec a coulé. Donc voilà, quand j'ai mes clients qui arrivent, ils me disent ouais, t'as vu, il y a un tel, il va faire ci, ça. Je dis ouais, assis-toi, bois un café là, commence pas à me saouler là. Parce que tu m'en reparleras quand le mec sera là depuis 3 ans. Quand le mec sera là depuis 3-4 ans, là on pourra commencer à discuter business model, etc., etc. Mais en attendant, ouais, tous ceux qui veulent ouvrir une salle, foncez, hein, faites-le parce qu'aujourd'hui les banques prêtent, il y a des aides, foncez. Hein. Après, ne foncez pas si vous n'avez pas les armes d'être là dans 3 ans par contre. Parce que foncer pour foncer, c'est juste un moyen de s'endetter. Évitez. Si vous avez un beau projet, lancez-vous. Hein. Il y a toujours du travail, il y a toujours des belles choses à faire dans ce boulot. Mais voilà, fanfaronner. Moi, j'ai des copains qui ont ouvert des salles récemment. Je vois tout le monde quand ils taguent, quand ils ouvrent leur page Facebook, tout le monde qui dit ouais, félicitations, bravo, etc. Moi, je félicite pas du tout quelqu'un qui a ouvert une salle. Moi, je féliciterai mes amis qui ont ouvert des salles dans 3-4 ans. En disant franchement, bravo. Tu vois, tu fais du bon travail, tu es plein de clients, tu es toujours là. Ouais. Mais alors, féliciter quelqu'un parce qu'il a ouvert une salle, c'est comme féliciter quelqu'un parce qu'il a pris une barre à vide. C'est waouh, putain, bravo mec, waouh, super, t'as trouvé la bonne barre à vide dans le rack à barre, je te félicite. Voilà. Moi, je te félicite pas quand t'as chopé la barre, je te félicite quand t'as fait un bel arraché à 100 kilos bien propre. Voilà, là, t'as le fruit de ton travail, tu peux vraiment être satisfait. C'est ça que je vais féliciter. Mais féliciter le mec qui attrape une barre à vide ou le mec qui ouvre sa salle, non, je vois pas de performance là-dedans. Une chose que tu as mentionné quand tu disais que tu t'étais mis physiquement malade pendant des mois du fait que tu en avais trop fait. Je pense une chose qui est revenue, on en revient un petit peu à l'idée de la méthodologie, de la philosophie que Greg Glassman a essayé de mettre en place avec le CrossFit. Si je me souviens bien, c'était le deuxième épisode du CrossFit Journal, c'est un peu là où il a énoncé la structure, je crois que c'était CrossFit in 100 words ou un truc comme ça, et il parlait de comment il structurait sa pensée autour du CrossFit. Et si tu parles beaucoup de volume et de volume d'intensité, c'était un truc où tu avais, comme tu as dit, tu as le monostructurel, tu as le gymnastique, et tu as le côté haltéro et force, et tu avais ce processus un peu cyclique entre les trois, où il y a un jour tu fais juste du mono, il y a un jour où tu combines les deux, il y a un jour où tu fais un triplet et tu tournes un petit peu comme ça. Alors que ce qu'on voit aujourd'hui, comme tu l'as dit beaucoup, c'est un nivellement pas vers le bas, mais vers le haut en termes de volume, où tout le monde veut faire plus et pense que c'est ça la réponse à tout. Et que peut-être que si les gens qui sont dans ce courant-là arrêtaient de que regarder les games et essayer de répliquer ce que les mecs ils font à ce niveau-là et puis de relire ce document de base, en fait, qui est vraiment une des fondations de la culture et de la méthodologie, peut-être que ça les aiderait à l'approcher un petit peu Je suis entièrement différemment. d'accord avec toi. Et puis, tu sais, il y a un autre aspect, c'est qu'en fait, par exemple, pour faire encore plus concret pour les gens, quand vous faites un WOD, vous avez un format AMRAP et un format 4Time. Donc le 4Time, c'est le plus vite possible. Tu peux tourner comme tu veux, tu dois le faire le plus vite possible. Donc si c'est un truc court, tu vas être à fond tout le temps. Si c'est un truc long, tu vas essayer de tenir un rythme et d'accélérer à la fin. Mais en fait, t'es censé avoir une variation entre le 4Time et l'AMRAP. Ce que les gens font mal, par exemple, c'est sur un AMRAP 30 minutes. AMRAP 30 minutes, tu peux pas être à fond tout le temps, d'accord? Mais un AMRAP 30 minutes, c'est par définition un truc où tu peux pas aller vite. Et en fait, les mecs vont arriver à 27 minutes de l'AMRAP. Ils vont se dire, putain, il reste 3 minutes, j'accélère. Et en fait, un WOD de 30 minutes où ils étaient censés garder un pace, les 3 dernières minutes, ils rentrent dans leur puissance lactique.
capacité lactique, puis puissance lactique s'il leur en reste un peu. Et donc, en fait, un jour où ils sont censés faire de l'aérobie, ils font quand même du lactique. Tu vois? Parce que as many reps as possible, dans leur tête, eh ben, s'ils peuvent aller gratter quelques reps à la fin du truc, eh ben, ils auront respecté le timing. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que en ne comprenant pas la distinction sur ce sujet-là, en ne comprenant pas que l'intérêt sur un AMRAP, c'est de garder un pacing et pas du tout d'exploser sur la fin, tu te retrouves à t'entraîner 5 jours sur 7, 5 jours sur 7 en lactique. Sauf qu'il n'y a personne qui peut justifier que ton corps est fait pour manger de la capacité ou de la puissance lactique tous les jours. C'est aberrant. J'ai envie de te dire, on nous expliquait la même chose sur la force. Et moi qui fais squat everyday depuis le 13 avril, 7 sur 7, donc j'en suis à 170 jours, je crois. 160, 170 jours. Je peux te dire par contre que ton corps, nerveusement parlant, est fait pour soulever des trucs au moins une fois par jour à plus de 85% du max. Et que ça, tu peux le faire tous les jours. Tu peux le faire absolument tous les jours. Et alors, on pourrait dire, ouais, mais tu comprends, c'est parce que il doit être dopé ou autre. Oui, voilà, ouais, d'accord. Donc, c'est pour ça que ce programme-là, quand j'ai commencé à le faire, je me suis fait un petit groupe Facebook de potes dans toute la France. Il y a des hommes et il y a des femmes de toutes les régions et surtout de tous les niveaux. Et on s'est aperçu que c'est la même pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire que si vous voulez squatter pendant les 3 prochaines années, 7 sur 7, une fois par jour, 85% de votre max, il n'y a aucun jour où vous allez louper. Aucun. Il y a des jours où, par contre, vous aurez la capacité de vous taper du 102%, vous ferez un PR. Il y a des jours où, à 85%, vous direz, tu sais quoi, pour aujourd'hui, ça suffit largement. Ça, je suis d'accord. Mais autant votre corps est pas fait pour faire 7 sur 7, ni même 5 sur 7, rentrer dans du lactique, autant votre corps est fait pour lifter 85% de son max, minimum, tous les jours. Ça, c'est une certitude. Au moins une fois. Attention, quand je dis 85%, commencez pas à vous taper des 5x5 tous les jours à 85%. Mais au moins une barre à 85%, elle va passer. C'est sûr. Donc, alors que, j'ai envie de te dire, nous, par exemple, en STAPS, on nous expliquait que la force, il fallait tant de temps de récup, que quand tu faisais un effort à 100%, il fallait récupérer pendant tant de temps. Je suis désolé, moi, j'ai squatté 200 kilos, le lendemain, j'ai resquatté 190. Voilà. Et tous mes potes, c'est pareil. Mon gars sûr qui a fait 175, le lendemain, il a resquatté 165. Mes clients qui sont débutants et qui font un PR à 100 kilos, le lendemain, ils resquattent 90. Tu vois. Donc non, tu n'as pas besoin. Ouais, là, je vais aller loin, mais toutes les études qui ont été faites sur le développement de la force, en général, c'est fait par des universités de certains endroits, mais on n'a jamais étudié le développement de la force sur des gens qui n'ont pas de force. C'est-à-dire que toujours un laboratoire de recherche de faculté va se gargariser d'avoir étudié les différentes méthodes de développement de la force sur des gens qui sont déjà super entraînés. Parce que entre toi et moi, et pour les gens qui nous écoutent, quand un mec rentre dans votre salle et que déjà quand il met une barre à vide sur son dos, ça tangue. Donc là, on est au level 0 de la force. Ce mec-là, quand vous lui faites faire des wall balls à 9 kilos, il est déjà en train de prendre de la force. Quand vous lui faites faire du rameur, il est déjà en train de prendre de la force. Il fait des air squats, le gonze, il prend de la force. En vrai, il prend pas de la force, il prend de l'activation neurologique sur les muscles spécifiques qui lui permettent de squatter parce que quand il commence, le mec n'a même pas les motoneurones reliés à son cerveau au niveau des jambes. Donc la première année, il n'y a même pas besoin de lui faire des cycles en fait. À chaque fois que le mec il fait un peu du squat, il va prendre. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce que des mecs de 80 bars, totalement désentraînés, sur un an, ils passent d'une squat barre à vide en galère à des squats à 100 kilos. Mais on n'est même pas dans le développement de la force là. On est juste dans l'activation neurologique de base. Donc c'est clair que prendre un mec comme Benjamin Quin, vice-champion du monde d'haltérophilie, vice-champion de France de force athlétique, et regarder que quand le mec il fait 1 RM, le lendemain il est bousillé, oui forcément il y a 18 ans de développement du système neurologique. Donc oui, quand le mec va squatter 300 kilos pour le championnat de France, le lendemain tu lui demandes de squatter 90%, c'est-à-dire 270 kilos, oui forcément le mec va mal le vivre, on est d'accord. Mais j'ai une question pour les gens qui nous écoutent. Les gens que vous entraînez dans vos salles, ils sont plus proches de Thérèse, secrétaire médicale, 47 ans,
qui n'a aucune connexion neurologique avec ses jambes et qui n'a jamais fait de squat, ou est-ce qu'ils sont plus proches de Benjamin Hennequin, vice-champion du monde d'haltérophilie, qui squatte 300? Posez-vous la question. Et là, vous allez comprendre que, et vous, d'ailleurs, vous-même, vous, en tant que coach sportif, par exemple, vous êtes plus proche de Thérèse, vous êtes plus proche de Benjamin. Parce que moi, j'ai un scoop pour vous. Vous êtes plus proche de Thérèse. Et moi, d'ailleurs, moi-même, comme ça, voilà, le discours, ouais, je prends pour un autre, il est arrogant. Moi-même, je pense que je suis plus proche de Thérèse que de Benjamin Hennequin. Parce que ça fait quoi? Ça fait 6-7 ans que je m'intéresse à la force. J'ai commencé l'haltérophilie en 2014. Et vraiment, j'ai vraiment commencé à faire vraiment de la force bien cyclée à fond, il y a 2-3 ans. Donc en vrai, je suis beaucoup plus proche de Thérèse, 47 ans. Donc je peux faire squat everyday, ça pose pas de problème. Benjamin Hennequin peut-être pas forcément. Parce que 85% de son max c'est tellement énorme et spécialisé que oui, lui, quand il va faire une barre très lourde, le lendemain, il risque de le subir, c'est clair et net. Mais le lactique, par contre, les processus d'élimination, de recyclage, pyruvate, etc., eux, ils prennent du temps. Et par définition, par contre, peu importe ton niveau d'activation neurologique, tu vas pas pouvoir faire du lactique tous les jours. Donc, il y a aussi Mathieu Dubruck, qui est formateur level 2 pour CrossFit, qui est quelqu'un de très respecté dans le milieu. On discutait ensemble et il nous disait, c'est quand même malheureux qu'on donne 2 jours de formation au level 1, qu'on insiste tellement lourdement sur mécanique, constance, intensité, et que 98% de la population qui sort du level 1 n'est retenue que intensité. Il disait ça, c'est vraiment, pour moi, la plus grosse lacune qu'on a, c'est que si tu regardes en minutes, parce qu'il faut savoir que les formations CrossFit américaines sont calculées en minutes, on passe tant de minutes à parler de ça, et putain, les gens ne retiennent que l'intensité. C'est aberrant. Donc pour que ça soit carrément des formateurs level 2 qui t'expliquent ça, c'est que voilà, ça c'est vraiment un problème, clairement. Pour peut-être boucler la boucle, vu qu'on a commencé sur ce sujet et je voulais te poser encore une question là-dessus. On a parlé des formations. J'ai tout mon temps. On a parlé des formations des coachs, donc dans le monde du sport, dans le monde du fitness, dans le monde du CrossFit. Et quand tu as parlé du problème au niveau des formations et de l'éducation, c'est vrai que, à mon avis, je suis d'accord avec toi, il y a les entités formatrices et éducatrices qu'on a, qui sont, comme tu as dit, les entités publiques, elles sont cassées dans le sens où ils n'ont pas le temps de remettre à jour le cursus chaque année. Les professeurs, ils sont là pour enseigner. Ils n'ont pas le temps de faire toute la recherche à côté que peut-être toi et moi, on a le temps de faire parce que c'est notre passion et parce que c'est tout ce qu'on fait. Et c'est intéressant. J'ai reçu tu parlais de synchronicité et du timing de l'email que tu as reçu de CJ et de Brute Strength. J'en ai reçu un hier de Altis, je ne sais pas si tu connais, qui est une entité d'éducation plus au niveau course sur piste, athlétisme aux États-Unis, qui font du très très bon travail également. Et il disait dans l'email que en gros les formations que nous on appelle, enfin que tout le monde appelle les formations de base, se relèguent gentiment à des formations qui sont peut-être désuètes, alors que des formations peut-être plus indépendantes, peut-être comme la tienne, comme la leur, des choses que tout un chacun peut retrouver sans aller dans une salle de classe nécessairement, sont peut-être et très certainement, et moi je le pense, les formations de l'avenir parce qu'elles sont à jour, parce qu'elles sont faites dans le contexte. Et donc, c'est le nouveau monde. Ouais, voilà. Donc, comment toi tu vois les choses en termes de formation? Tu vois, je vais te faire le parallèle. Vas-y. Je vais te faire le parallèle avec les banques. Aujourd'hui, nous en France, quand tu es dans une banque, tu vas pour demander un RIB. Déjà, il faut que la banque elle soit ouverte. Il faut que quand tu arrives au guichet, on va dire ah ben non, il faut prendre votre carte bleue pour aller à la machine. Alors qu'en fait, toi, si tu avais ta carte bleue, tu serais pas allé au guichet, connasse, etc. Tu vois, ça c'est les banques de l'ancien monde. Et puis tu as les banques du nouveau monde où en fait tu as une application et en fait tu fais absolument ce que tu veux. Tu vois? Ouais. Eh ben c'est exactement pour moi la même chose. C'est-à-dire que moi ma formation, j'ai créé une certification que j'ai la prétention et l'arrogance de dire que ça va être la formation la plus complète du monde. La plus complète du monde. Parce que je parle de tout dedans. Je parle de mes 10 dernières années de formation boulimique dedans. Et en plus, j'ai créé un truc de fou, c'est-à-dire que le tarif augmente progressivement. Mais la certification et le contenu est sans limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 24 vidéos. À la fin de la semaine, il y en aura 28. Et à chaque fois
que je vais trouver un sujet intéressant, ou à chaque fois que je vais découvrir quelque chose où je vais dire, ah, tiens, ça peut aider les gens qui coachent, je vais faire un nouveau tuto, une nouvelle vidéo, sans surcoût pour les gens, tu vois. Donc, c'est une espèce d'open source qui va grossir par elle-même systématiquement. Bref. Pourquoi c'est la formation la plus complète du monde? Parce que je me suis formé de manière boulimique ces 10 dernières années et que j'ai la chance aujourd'hui d'être toujours à un niveau d'entraînement plus que correct et que j'ai la chance d'avoir une salle qui est mon laboratoire. C'est-à-dire que je peux autant tester des trucs sur des cours. Donc, dans la certification, j'ai carrément filmé des cours parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, Guillaume, est-ce que tu pourrais nous montrer comment tu coaches des débutants en haltéro? Et un jour, j'ai eu un cours où il y avait ce soir-là quand même vachement plus de débutants que de confirmés. Donc, j'ai mis le téléphone et j'ai filmé. Et là, t'es vraiment dans le concret, t'es vraiment dans le vrai, tu vois. T'es pas, ouais, il faudrait faire ça quand les gens font ça. Non. Là, tu me vois 1 heure coacher. Et derrière, j'ai fait un séminaire haltéro où j'ai eu que des gens confirmés qui sont venus. Donc, j'ai fait une deuxième vidéo sur le même mouvement. Et là, j'ai dit, voilà comment je m'adapte à un public plutôt intermédiaire confirmé. Tu vois? Donc, ma salle, c'est un labo. Et donc, le contenu, il va tout le temps être mis à jour. Moi, je vais tout le temps avoir des nouvelles problématiques. Je vais te donner un exemple très simple. Je suis pas un ouf sur la pubalgie. La pubalgie, c'est pas, voilà, j'ai jamais trop entraîné de footeux. La pubalgie, c'est pas trop mon truc. Par contre, sur 2PM, j'ai un mec qui est venu me consulter pour de la pubalgie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté mes kinés du sport qui sont dans ma salle et on a discuté des différentes origines des pubalgies. On a discuté des différents plans de remédiation sur les pubalgies. Et donc, j'ai fait un programme spécifique pour cette personne pour la pubalgie. Le mec, au bout de 3 semaines, n'avait plus aucune douleur. Donc, c'est un contenu que j'ai découvert moi-même ces dernières semaines que je vais intégrer dans ma formation. Tu vois? Donc, le truc, c'est que les gens comme toi, moi et tous ceux qui le font, on est le nouveau monde. C'est-à-dire que nous, on est dans ce monde de conquête professionnelle où nos grands-parents allaient conquérir ou allaient défendre leurs terres. Et donc, cet aspect conquête, ils l'avaient par l'armée, la guerre, etc. Nous, cet aspect conquête, on l'a par notre épanouissement professionnel. Les instances publiques de formation, en vrai, s'en tapent complètement. Parce qu'une fois que tu es rentré en fac, avant de te faire bouger, mon pote, t'en as pour un sacré moment. Tu gagnes plusieurs milliers d'euros par mois pour donner des cours dans des amphithéâtres. Voilà. Et de temps en temps, tu vas lire des revues. Si le contenu te convient, tu vas te dire, ouais, ce que je vous enseigne, ça vient de telle revue. Si le contenu ne convient pas, tu vas refermer ta revue, tu vas la jeter, en fait. Tu vois? Donc, en plus, au passage, il y a un problème avec le fonctionnariat en France où, en fait, les gens se protègent sur eux-mêmes. C'est un nivellement par le bas. C'est-à-dire que de toute façon, si tu es mauvais, on va t'enlever de ton poste, mais on va te remettre à un autre. Donc, tu es un mauvais formateur sur la force, mais t'inquiète pas, on va te mettre formateur sur la préparation physique. Ah non, t'es mauvais en préparation physique. Bon, c'est pas grave, on va te mettre formateur sur la psychopédagogie, tu prendras les cahiers de ton copain. Tu vois, c'est un cercle en fait. Et tu retrouves ça dans tous les métiers du fonctionnariat. Ah, t'es mauvais à l'accueil du public, t'inquiète pas, on va te mettre derrière et tu vas faire autre chose. Tu vois, ça c'est vraiment le système fonctionnarial. Qui est aussi corroboré par le fait que quand tu vires quelqu'un, il faut lui donner des indemnités pas possibles. Donc finalement, c'est mieux de le garder et de lui faire faire autre chose, tu vois, ou lui donner un autre poste. Et l'anecdote, c'est que mon pote Orlan sort de l'armée. Il sort d'un régiment très prestigieux qui s'appelle le 3e RPIMA. Donc c'est un ancien soldat parachutiste et je vais vous expliquer la raison number one pour laquelle il s'est barré. Il s'est barré parce qu'il faut savoir que ce système de nivellement par le bas, et ça c'est un truc vraiment intéressant, là on rentre dans la philo les gars, mais là on vous donne une pépite. Observez le monde autour et vous allez voir de quoi on parle. Dans l'armée, en fait, si tu es bon à ton poste, tu bouges pas, tu n'évolueras pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu es bon. Parce qu'ils veulent garder les gens compétents à tous les niveaux. Comme tu es bon dans ton domaine, tu fais pas chier le monde et tu n'es pas un grain de sable dans le rouage. Donc, tu vas faire du surplace et tu n'auras aucune évolution de carrière possible. Par contre, si au poste où on t'a mis, tu fais n'importe quoi, mais comme l'armée se protège sur elle-même, avant de te faire virer de l'armée, il faut vraiment que tu aies fait un truc hardcore. Mais comme à la place où tu es un grain de sable, on va te déplacer. Et tu sais comment on déplace les gens? Par le haut. Toujours par le haut. Moi, j'ai vécu ça quand j'ai travaillé en boîte de nuit longtemps et à une période de ma vie, j'ai été barman. Et j'étais tellement un bon barman
qu'on voulait tous une place de serveur dans un carré, dans une boîte de nuit. Tout le monde se battait pour l'avoir. Et en fait, eh ben, le mec qui a eu la place, c'est pas du tout le meilleur de l'équipe. C'est un mec qui faisait tellement de la merde au bar qu'ils se sont dit, tu sais quoi, franchement, c'est plus possible. Tu sais quoi, va là-bas. Et en fait, on s'est tous regardés. Ça faisait des semaines qu'on travaillait comme des trimards pour faire du bon taf, pour qu'on ait la promotion. Et en fait, c'est un mec qui a fait une erreur de ouf, qui aurait mérité qu'on le jette dehors, qui s'est retrouvé propulsé à cette place. En fait, je me suis dit, non mais attends, moi, ça rentrait pas dans mes connexions synaptiques, parce que moi, je ne fonctionne qu'au mérite. Donc, j'avais jamais imaginé que des gens puissent fonctionner comme ça. Sauf qu'une fois que j'ai vu ça, quand j'avais 18-19 ans, j'ai commencé à le voir de partout. J'ai travaillé dans la sécurité. J'étais un très, très bon agent de sécurité qui prenait des initiatives de ouf. Enfin, j'ai fait vraiment des trucs super cool. Et en fait, au moment de me faire évoluer, on a toujours fait évoluer quelqu'un de moins bon que moi parce que moi, mon boulot, j'étais bon. Et en fait, le problème de l'enseignement, alors là, vraiment, on rentre dans le vice, hein, on est sorti du sujet sportif, mais en termes de développement personnel, faites très attention à ça. Faites très attention que dans l'environnement où vous gravitez, il n'y ait pas ça. Parce que ça, au niveau frustration, c'est le paroxysme. Vous travaillez comme un Chinois pendant un mois, 1 an, 2 ans pour montrer le meilleur de vous-même à votre direction. Et à côté, il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi. Et un jour, il fait tellement n'importe quoi qu'on le fait évoluer au-dessus de vous. C'est une des raisons, enfin, c'est la raison principale pour laquelle Orlan a quitté l'armée. C'est que, en fait, lui, il voulait un poste, mais il était tellement bon dans ce qu'il faisait qu'ils l'ont jamais fait bouger. Et à chaque fois que vous parlerez avec quelqu'un qui a fait l'armée, il vous dira ouais, ouais, j'ai connu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Donc le problème de l'enseignement du sport en France, c'est exactement ça. C'est qu'une fois que vous êtes rentré dans un institut de formation, si vous êtes bon, franchement, félicitations à vous. Vous donnez du fil à retordre aux gens qui sont moins bons. Mais si vous n'êtes pas bon, ne vous inquiétez pas. Avant de vous faire virer, il va vraiment falloir que vous fassiez un truc de fou. Parce que même si vous n'êtes pas bon, on va vous recycler dans un autre truc. Et donc, en fait, il y a une espèce de nivellement par le bas perpétuel où même à terme, tu te retrouves avec des super éléments comme Orlan qui vont quitter certaines institutions. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est bon veut forcément évoluer au bout d'un moment. Il va préférer se barrer, en fait. Et donc, vont rester sur place ou dans l'institution dans laquelle on parle, que les médiocres, en fait. Et c'est pour ça que tu trouves vachement plus de contenu intéressant dans le privé aujourd'hui que dans le public, parce que le système du public fait que les compétences ne sont pas remises à jour, mais parce que les gens n'en ont même pas besoin. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, ça va faire la même chose. Alors que je vais te donner un exemple. Moi, dans le CF, si je me démarque pas en donnant le meilleur contenu possible, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rester un owner lambda. Et il va rien se passer, en fait. J'ai réussi à me développer des finances relativement colossales et une aura relativement colossale parce que j'ai été un boulimique de travail. La plupart des gens, même si les gens qui m'aiment pas, la plupart reconnaissent l'énorme capacité de travail que je peux avoir. Comment je fais pour m'entraîner autant, tout en développant autant de choses, tout en développant autant de contenu gratuit, tout en développant autant de contenu payant, tout en créant autant d'événements. Donc, tu peux ne pas m'aimer, tu peux ne pas aimer le personnage, tu peux pas dire que je suis pas un bosseur de l'espace. Et je suis un bosseur de l'espace parce que je suis indépendant et comme tous les indépendants, je suis responsable de ma propre réussite et de mon propre échec. Et ça, c'est un putain de mindset, tu vois. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes élèves dans ma salle. Moi, en tant que votre coach, j'ai une responsabilité dans votre réussite, mais la responsabilité numéro 1 de votre réussite ou de vos échecs, c'est vous, tu vois. Et quand je dis ça, souvent le discours il est mal perçu. Mais en fait, c'est un bonheur de comprendre ça. Je vous souhaite à tous, si c'est pas fait, de le comprendre. Parce que tant que vous pensez que la réussite, elle dépend de quelqu'un d'autre que vous, en fait, vous n'avez pas les clés. Vous n'êtes pas le maître. Vous n'avez pas de pouvoir là-dessus. Quand vous les avez, mais votre vie, elle peut changer en 15 minutes. Même moins. Le jour où vous aurez compris que ça dépend de vous, moi, combien de nuits blanches j'ai faites, combien d'entraînements pourris j'ai fait parce que j'étais complètement jet-lagué, où je mangeais 9 heures de bagnole et il y a eu des années où j'ai calculé, j'ai pas eu de week-end, enfin, j'ai bossé 45 week-ends sur 52, tu vois. Et des fois, j'entends des gens qui me disent, ah non, mais moi, je veux un boulot, mais bon, moi, le week-end, j'aime bien être chez moi. Si tu meurs, t'étonnes pas, quoi, tu vois. Nous, on est dans des boulots, toi et moi, ou David, dont on a parlé, ou Maxime, ou même Jess, ou tout ça, tous les gens que j'ai cités, on est dans des boulots où on est indépendant. Donc, chacun trouve les moyens de gérer son indépendance, mais on n'a pas quelqu'un au-dessus de nous qui nous envoie une fiche de paye tous les mois, qu'on soit bon ou qu'on soit mauvais.
Donc voilà, je pense que c'est pour ça que les meilleurs contenus seront dans le privé. OPEX est une formation complètement incroyable. Les formations sur le business aussi qui sont faites maintenant sont dingues. On peut parler de The Foot Collective qui commence à être connu un petit peu sur le travail sur le pied. Toi, ce que tu viens de citer aussi sur le travail de running, de piste, tout ça. Les formations privées sont absolument incroyables en termes de contenu. Enfin, j'aimerais vraiment comparer une fac. Enfin, tu vois, par exemple, en France, on a le BTS diététicien, qui est une formation complètement pourrie par les lobbies, où on t'explique qu'il faut manger 3 produits laitiers 3 fois par jour, et que le blé, c'est quand même la base de l'alimentation. Enfin, moi, j'ai acheté les bouquins pour le passer par correspondance. J'ai ouvert, ça m'a coûté 800 euros. J'ai ouvert les bouquins, j'ai lu 3 pages, c'est parti dans la poubelle direct. C'est le contenu de la formation des diététiciens, c'est Danone, Fridan et Ferrero, tu vois, qui ont créé le contenu de formation. Enfin, c'est la Mongolie. À côté de ça, tu as Précision Nutrition qui coûte le même prix sur Internet et qui est vraiment un contenu de super qualité, certifié CrossFit depuis peu. Voilà. Donc, encore une fois, je te compare une formation publique sur 2 ans qui est reconnue en France. Oui, parce que forcément, les pouvoirs publics, les lobbies, tout ça, tout est fait ensemble. Tout le monde s'autosuce dans ce cursus. Et toi, à côté, tu as fait précision nutrition, tu as 10 fois plus de compétences et de savoir, mais par contre, tu n'existes pas. Donc, c'est un peu les limites, en fait, des diplômes d'État en France. C'est que, comme les diplômes d'État, pour certains, n'ont vraiment aucun contenu, aucun intérêt, ils se heurtent à… bon, ok, je vais passer un BP qui va me servir à pas grand-chose en termes de compétences. Et derrière, c'est surtout un autoroute. C'est le péage de l'autoroute pour pouvoir me former à outrance dans le privé, quoi. Idem pour le BTS, en fait. Aujourd'hui, vous voulez être diététicien en France, il vous faut le BTS. Mais si vous vous arrêtez au BTS diététicien, ce que vous allez enseigner aux gens, c'est vraiment n'importe quoi, quoi. Mais alors, vraiment, vous n'allez enseigner aux gens que des inepties. Vous faites par contre un BTS diététicien et derrière vous faites précision nutrition, why not? Why not? À condition que vous ayez jeté l'ensemble de vos connaissances du BTS diététicien. Tu vois. Donc là, évidemment, je vais me prendre tous les gens qui ont passé le BTS diététicien, tous les gens qui ont évolué dans l'armée parce qu'ils ont fait absolument n'importe quoi, et tous les pouvoirs publics qui se protègent entre eux en étant totalement médiocres, et les banques de l'ancien monde sur la gueule. Mais au moins, voilà, vous pouvez ne pas aimer ce que je dis, mais comme d'habitude, vous pouvez pas argumenter l'inverse de ce que j'ai expliqué. Vous pouvez pas. La manière dont je le dis et le fait que j'ose le dire déplaît fortement. Mais à part dire que ça vous plaît pas, vous pouvez pas dire que j'ai tort. Il y a trop d'exemples de la vie de tous les jours. Voilà. C'était la Guillaume Guillou Touch. Guillaume, si tu as un conseil pour les jeunes coachs qui t'écoutent, c'est quoi? Ne pensez pas qu'il n'y a pas de boulot. Il y en a. Il y a du boulot. Mais il y a du boulot que dans l'excellence. Aujourd'hui, le monde du fitness, il y a 2 catégories. Il y a les gens comme moi et d'autres qui sont complètement indépendants et libres de faire ce qu'ils ont envie parce qu'ils ont créé des systèmes de finance et des systèmes d'aura et des systèmes de communauté qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, moi, ma grande fierté, c'est d'avoir une communauté et d'avoir monté un concept qui donne des vraies choses aux gens. C'est-à-dire, moi, je vends pas, je fais pas de la pub pour des boissons protéinées Danone, tu vois. Je vends pas des merdes de solutions en 30 jours atteins tes objectifs. Moi, un programme de squat, c'est 5 mois. Un programme de sèche, c'est 3 mois. Où je t'explique bien que soit tu prends l'alimentation qui va avec, soit tu es responsable de vraiment faire ce qu'il faut à côté, etc., etc. Donc moi, je vends du vrai travail aux gens et c'est sûrement ce qui fait que les programmes marchent, c'est que je vends pas de solution miracle. Moi, je te donne un guide de travail, mais après, par contre, il y a vraiment du travail à faire. Nos programmations gymnastiques, c'est 12 semaines. 12 semaines à 2 séances spécifiques de 1 heure et par étape. Donc, entre la première traction et le premier muscle-up, ça fait donc 48 semaines à 2 séances spécifiques de 1 heure par semaine, ce qui est colossal. Tu vois, je te vends pas, grâce à moi, passe ton premier muscle-up en 3 jours. Enfin, voilà. Moi, ma vraie fierté, c'est de faire de l'argent en donnant du vrai travail et de la vraie compétence aux gens. Ce que je veux te dire, c'est que il y a 2 mondes dans ce métier. Il y a soit donc les gens comme ça. Enfin, il y en a 3 de mondes. Il y a soit les gens comme ça qui font de l'argent en donnant des vraies choses, du vrai contenu et des trucs vraiment intéressants. Il y a ceux qui font de l'argent en vendant n'importe quoi, genre
bonjour, multiplie par 150 tes clients grâce à ma méthode que je te vends 47 euros pour les 48 prochaines heures. Voilà, il y a ça. Et il y a le troisième, c'est l'esclavagisme. L'esclavagisme, c'est les gens qui passent un BP ou qui passent un diplôme type certification pump, Zumba, ce genre de trucs, et qui derrière vont se retrouver à faire 14 ou 15 heures de cours de fitness par semaine, payés au lance-pierre, parce que 14 euros, 14 heures par semaine, payé 20 balles de l'heure, ça fait pas grand-chose pour te massacrer complètement physiquement. Et voilà. Et si vous passez un diplôme sportif pour devenir ce type de coach-là, arrêtez, faites autre chose. Vous gagnerez le même salaire en faisant autre chose. Et au moins, vous garderez votre santé et le sport restera un plaisir. Parce qu'aujourd'hui, les grosses firmes, nous en France, on a Fitness Park, Giga Gym, Basic Fit. Ça, c'est des conglomérats d'investisseurs qui investissent des millions dans des chaînes de fitness, qui payent un responsable 2500 balles pour lui faire croire que c'est autre chose qu'un esclave. Et ce responsable à 2500 balles est là pour exploiter des temps partiels et pour les presser comme des citrons, leur faire des horaires démentiels pour des salaires de misère. Donc, pour résumer, si vous vous lancez dans le métier du coaching pour autre chose que pour la première solution, vous devriez pas le faire. C'est-à-dire, si votre but, c'est donner des cours de fitness dans une salle et être complètement exploité, ça va durer un temps. Vous allez être content 3 mois, puis d'un coup, vous allez prendre le coup de bambou derrière la tête. Si vous partez pour la deuxième solution, c'est-à-dire que vous voulez vendre des miracles aux gens, vous êtes profondément quelqu'un de mauvais et vous méritez qu'il vous arrive des trucs vraiment hardcore parce que vous êtes à la fois un voleur, un usurpateur et un menteur. Et donc, la première solution, c'est ne se lancer dans ce métier-là que pour devenir soi-même excellent afin de permettre à ses clients de le devenir. Et l'excellence, c'est comme le bonheur, hein. Chacun sa vision, hein. L'excellence, pour certains, ça va être d'être juste un père en bonne santé qui a la condition physique pour pouvoir s'occuper de ses enfants le plus longtemps possible. C'est ça l'excellence, tu vois. Pour certains, l'excellence, ça va être d'atteindre un niveau de compétition, d'atteindre une grosse barre, d'être capable de se préparer pour une épreuve. L'excellence, c'est pas ma vision de l'excellence, hein. Chacun voit l'excellence là où elle est. Mais voilà, le but, c'est d'être capable d'emmener les gens vers leur excellence à eux. Et je pense que c'est la seule voie possible et honorable pour un coach sportif. Donc, se poser la question, moi, quand j'ai commencé en 2012, je savais exactement où j'allais. Quand j'ai ouvert ma première salle vide et pourrie, que tout le monde s'est foutu de ma gueule dans ma région parce que j'étais la 4e salle de CrossFit ouverte en France, moi, je rigolais jaune parce que je savais là où j'allais. Je savais que j'allais pas ouvrir qu'une salle. Je savais que ma salle allait pas rester pourrie et je savais que j'allais dominer le game à un moment donné de ma vie. Donc là où j'en suis maintenant, je récolte les fruits que j'ai semés pendant 8 ans. Tu vois, les gens qui ont commencé à être des haters il y a 2-3 ans après que j'ai commencé parce que j'ouvrais ma gueule, j'imagine même pas leur état actuellement. Parce que j'ouvrais trop ma gueule et je parlais trop il y a 5 ans en arrière. Sauf qu'en 5 ans, j'ai fait tellement de choses et je suis devenu tellement gros que eux qui me haïssent depuis 5 ans, j'imagine même pas leur état cérébral, quoi. Ils doivent vraiment pleurer des larmes de sang tous les matins, quoi. Sachant que c'est les mêmes qui viennent scruter ce que je fais, hein. Mais voilà, les coachs sportifs, il y a du boulot, il y a des gens qui ont besoin de vous. Aujourd'hui, il y a toute une politique sur le mieux-être, sur le vieillir bien. Avant, les gens voulaient juste vieillir, maintenant les gens vieillissent bien. Voilà, il y a plein de passerelles sur le développement personnel par l'activité physique. Voilà, vous devez vraiment faire ce métier si c'est une vocation, mais par contre, il y a des choses que vous devez pas accepter et vous devez pas accepter d'être un esclave et vous devez pas accepter d'être un voleur. Moi, j'ai un gars sur Bordeaux là que je respectais beaucoup à une époque, qui a été un de mes élèves à une époque, qui aujourd'hui s'est mis dans les programmes de merde, fitness. Voilà, grâce à mon programme qui coûte normalement 150 balles, mais pour toi, je te le fais à 30 pendant 48 heures. Obtiens tous tes désirs en 30 jours. Ce mec-là, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoute-moi bien, ne me cite plus jamais de ta vie, en fait, comme quelqu'un qui a marqué ton parcours parce que tu n'es rien.
Tu n'es rien. Tu fais exactement tout ce que je méprise. Comme voilà, donc la vidéo fitness. Je te parle du mec avec la vidéo fitness qui gonfle les pecs, voilà, qui se filme en train de faire des push-ups et des air squats et qui d'un coup te dit voilà, toi, jeune entrepreneur, le mec a fait ça, version fitness, obtient grâce à moi tes rêves en 30 jours au tarif incroyable de 47 euros au lieu de 157 euros pendant 2 jours. Ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. D'ailleurs, la seule chose intéressante, je pense qu'on vous enseigne, c'est dans l'organisme public, c'est que toute transformation prend un peu de temps. Donc, j'ai jamais vu un formateur du monde. Des formateurs dire faut pas avancer les genoux au squat, bon pourquoi pas. Mais des formateurs dire que tu peux obtenir tous tes résultats physiques que tu veux en 30 jours, ça par contre, ça n'existe pas. Donc, on vous l'a pas appris. C'est vous-même qui avez décidé de tromper les gens et donc vous êtes un moins que rien. Donc voilà. J'ai fini mon laïus, mais pour les gens qui veulent se lancer dans ce boulot-là, il y a du boulot, il y a de l'épanouissement possible, mais il faut devenir excellent. Faut chercher à l'être en fait. Faut chercher à l'être. Faut chercher à l'être et en vrai c'est perpétuel quand c'est comme ça. Dès qu'il va y avoir quelque chose qui va pouvoir te donner de la compétence, tu vas aller le chercher. C'est pas les 2 premières années, c'est pas les 3 premières années, c'est de la mise à jour systématique. Et aujourd'hui, en plus, il y a tellement de contenu gratuit que voilà, il n'y a plus vraiment d'excuses, je pense, pour être médiocre aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait exactement ce qui rend médiocre, donc il n'y a plus vraiment d'excuses. Tu vois, je vais faire le parallèle avec l'obésité, que tu m'expliques qu'en 1960, les gens savaient pas qu'en sortant de l'après-guerre, les gens qui ont connu le rationnement, etc., tu vois, qu'ils aient pas compris que si tu manges trop, tu pouvais mourir, sachant que les gonzes ont pas mangé pendant des années. Je peux le concevoir, tu vois. Par contre, qu'en 2020, tu comprennes pas que manger en trop grosse quantité des produits transformés, ça va forcément te niquer. Là, maintenant, moi, je veux plus. Moi, je l'écoute plus. La dernière fois, je faisais un truc, je discutais là-dessus et il y a quelqu'un qui a commenté en disant, ouais, mais il y a aussi un manque d'éducation. Et là, excusez-moi les Suisses, je vais vous choquer. Mais moi, ma première action, c'est, vas-y, mais ferme ta gueule, toi. Qu'est-ce qu'en 2020, on manque d'éducation? En 2020, qui ne sait pas que manger des chips, boire du coca, rester sur son canapé va t'emmener vers des problèmes. Tu vois, faut arrêter. Je suis plus du tout d'accord. Je pense que plus le temps avance, plus la connaissance est gratuite et abondante, moins il y a d'excuses pour être médiocre. Guillaume, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux s'ils sont intéressés à te suivre? weareathletic.com, mon site internet, mon Instagram que je garde privé, ce qui me permet de virer les gens que j'ai pas envie d'avoir et d'accueillir les gens que j'ai envie d'avoir. Donc mon Instagram, Guillaume _Gcoach, je crois. Ma page Facebook, vous devriez suivre les deux parce que des fois je fais des textes super longs, super intéressants sur des types de coaching sportif ou de prépa mentale et je peux pas les mettre sur Instagram. Donc ma page Facebook c'est Guillaume Guillou, sport, nutrition, business et lifestyle. Et voilà, en tout cas, merci de m'avoir sollicité parce que je t'ai un peu fait galérer, mais c'est parce que je faisais une saison de dingo. Je remercie d'ailleurs ceux qui vont regarder ces vidéos et qui sont venus nous rendre visite à hier cet été. Vous m'avez fait passer une saison complètement dingue. J'ai pété tous les records de Coaching Week de tous les temps. C'est absolument incroyable. Donc merci pour ce plébiscite et pour tous ces retours positifs de votre part. Merci à toi de ton intérêt parce que c'était très très cool de pouvoir être sollicité pour toi. Et puis ben au plaisir de te rencontrer en vrai et continue ce que tu fais parce que je suis allé voir un petit peu ta page et c'est extrêmement intéressant et c'est bien qu'il y ait des outils comme ça pour donner la parole à un peu tout le monde. Voilà, c'est top. Ça permet d'avoir une source. Moi-même, je vais pouvoir référer les gens qui sont intéressés vers ta page parce que comme ça, ils pourront trouver des interviews de gens et prendre des informations. Ça fait partie des bonnes sources de contenu. Et voilà, bravo pour ton taf. Super, je te remercie Guillaume et comme tu l'as dit, on se rencontrera un de ces jours. Jusque-là, bon vent à toi. Avec grand plaisir. Bye bye.